Bonjour à tous et bienvenue. Merci à tous d'être là pour notre premier webinaire dans ce nouveau projet. Bonjour Simon. Bonjour Catherine. Alors, donc, comme je vous disais, bonjour pour ce premier webinaire. Pour cette première journée de formation, vous le remarquez, fini la webcam avec le gros plan sur nos visages. Aujourd'hui, c'est caméra, studio, micro et régisseur. Nous voici immergés dans ce nouveau projet Teach and Stream du service d'appui pédagogique avec plaisir et excitation. Alors oui, et ce projet vient de loin, puisqu'il a débuté finalement il y a presque 1 an et demi, lors du premier confinement, où on a fait finalement très vite 2 constats. On s'est rendu compte que les enseignants avaient besoin d'un accompagnement, d'une formation à l'utilisation de la vidéo, peut-être à la construction de vidéos aussi pédagogiques. Et puis on a fait un deuxième constat, c'est qu'on manquait finalement d'un lieu, d'un espace, et peut-être même de matériel pour pouvoir construire ces vidéos dans un cadre serein, dans un cadre professionnel. Et c'est ce qu'on a essayé de développer. Donc à la suite d'une première réunion, ou d'une petite réunion un peu informelle en équipe, Christophe nous a proposé de monter, de construire un premier studio. Et après quelques recherches dans les greniers, les couloirs, les caves de Condorcet, on a ramené toute une série de matériels ou de matériaux qu'on a finalement ensemble transformés en ce studio que vous voyez ici. Alors je dis ce studio, mais aujourd'hui, c'est assez particulier puisqu'aujourd'hui, on a 2 studios. Donc, on a reconstruit un deuxième studio pour l'événement, pour ce projet, dans lequel on accueille ici bientôt nos invités. Oui, effectivement, parce que ce webinaire n'est que le début d'une grande série de formations. Il y en a 10 au total. Alors, c'est effectivement un long projet, un projet qui va s'étaler tout le long du quadrimestre. Vous le savez, puisque vous y êtes ici, vous y participez. Le premier webinaire est un webinaire d'introduction. Il va traiter des apprentissages grâce finalement à la vidéo. On va ensuite enchaîner dans une semaine tout pile avec un deuxième webinaire qui traitera ici de l'utilisation de la vidéo dans le cadre strict de la loi. Une fois que ces 2 webinaires seront terminés, on passera à la partie peut-être un petit peu plus pratico-pratique de la formation, avec 8 ateliers qui ont rencontré d'ailleurs un petit succès. Je pense qu'on est d'ailleurs en liste d'attente pour pas mal d'entre eux. 8 ateliers donc qui vont permettre aux participants d'apprendre à réaliser une vidéo avec les moyens du bord, à scénariser leur vidéo, alors à la monter de manière professionnelle en utilisant différents logiciels, mais également à enrichir leur scénario pédagogique en intégrant leurs propres vidéos ou les vidéos qu'ils auront galanées ici et là. Enfin, 2 webinaires qui se dérouleront en avril et en juin pour apprendre à stocker et partager les vidéos plus facilement, et puis peut-être aussi pour apprendre à diffuser en direct sur les plateformes de streaming les vidéos qu'ils auront réalisées durant tout le parcours. Un chouette programme, donc assez costaud pour l'ensemble de l'équipe, mais qui nous amènera, je l'espère, à de chouettes et de réelles productions. Mais parlons d'aujourd'hui. Oui, voilà, donc revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? On va se poser des questions. On va se demander pourquoi le numérique en éducation? Quels sont les intérêts du numérique en éducation? Qu'est-ce que l'usage de la vidéo finalement? Ce sont toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui et ce webinaire va nous permettre d'y répondre avec nos formateurs. Ça me permet de rebondir sur les partenaires qui ont participé finalement à la mise en place de ce premier événement, mais également aussi à toute la formation dans son ensemble. Et donc, dès le départ, et sans plus tarder, je vais vous parler de ces partenaires, en tout cas les remercier. Donc, je remercie évidemment le Campus Numérique et le Cap Eno, avec qui nous travaillerons sur le fond des formations. Ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais on les rencontrera très très rapidement. Je vais remercier également aussi Technocité, dont les formateurs, on en fera la connaissance d'ici quelques semaines. C'est eux qui mènent les premiers ateliers. On va remercier évidemment aussi le service com provincial qui est ici présent. On ne le voit pas. Ils sont autour de nous dans différentes pièces de la petite maison du 17 et ils sont en train de vérifier si l'image, le son arrive correctement sur vos ordinateurs. Enfin, je vais remercier la Haute École Condorcet pour le prêt du local, mais également pour le matériel qu'elle a mis à notre disposition et qui nous permet de faire ce webinaire. Alors, il y a un partenaire que j'ai oublié, que je garde ici pour la fin. On va parler d'Etis. Et c'est justement, finalement, les 2 formateurs qu'on accueille pour ce webinaire d'introduction. Les 2 formateurs donc, de Etis. Effectivement, donc les 2 formateurs aujourd'hui seront donc Jonathan Rapp et Lionel Bientour. Ce sont des chercheurs en sciences de l'éducation à l'Université de Liège, au service Centre de recherche sur l'instrumentation, la formation et l'apprentissage. Ils sont également formateurs dans le projet ETIS, donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là aujourd'hui avec nous. Et je terminerai par vous dire qu'ils sont également spécialisés dans la recherche dans le domaine de l'usage pédagogique de la vidéo et la formation initiale et continue des enseignants à l'usage pédagogique du numérique. Je pense qu'il nous reste peut-être à préciser les quelques règles de bonne conduite que nous avons définies pour que ce webinaire se passe de la meilleure des manières.
Effectivement, donc comme d'habitude, hein, vous savez, vérifiez bien que vos micros sont bien coupés. Sachez que de toute façon, le chat reste disponible. N'hésitez pas à y poser vos questions. Vous ne pourrez pas les poser en direct à nos formateurs, mais par contre, à la fin du webinaire, les questions que vous aurez posées seront reprises et c'est moi qui les poserai une à une à nos formateurs. Ils pourront y répondre. Si à ce moment-là, vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat. Je vérifierai et je reposerai les questions. J'en profite également pour vous dire qu'il y aura une petite pause, un petit entracte, hein, parce qu'on est dans un monde cinéma. Donc, il y aura un petit entracte et pendant cet entracte, nous ferons une petite page de publicité pour nos Condorcet Pedagogic Awards. Donc, on vous montrera finalement une vidéo qui a été réalisée l'année dernière lors des Condorcet Pedagogic Awards 2021. Eh bien, Catherine, je pense que tout est dit ou tout reste à dire, et donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme et peut-être une petite pointe d'émotion que nous rendons la main au Studio 1 pour le premier webinaire. À très bientôt. Bonjour à tous et merci à la Haute École Condorcet de nous avoir fait l'honneur, à Lionel et à moi, de nous inviter pour ouvrir ce projet Teach and Stream. Donc aujourd'hui, on va vous parler effectivement d'apprentissage avec la vidéo. On va essayer, vu que c'est une introduction, de prendre un point de vue assez global sur le sujet. On va parler d'ailleurs au début de numérique dans l'ensemble avant de parler de vidéo. Mais avant ça, un petit mot sur quelque chose d'important, qui est qu'on vous souhaite une bonne année 2022. On voulait commencer par là, en espérant qu'elle soit meilleure que 2021. Je sais qu'on avait dit ça début 2021, mais on essaiera que ça soit vrai pour l'année 2022. Et deuxième chose, avant qu'on commence, on voulait vous parler aussi du projet ETIS, que Catherine et Simon ont mentionné. Donc, quelques mots sur le projet ETIS. C'est le projet dans lequel on travaille et c'est dans le cadre de ce projet-là qu'on vient vous animer ce petit webinaire. C'est un projet de formation continue à destination des enseignants de haute école, d'accord, dont la thématique est l'usage pédagogique du numérique, de technologies. Alors, on mène diverses actions, hein. On fait des formations, on fait des webinaires comme celui d'aujourd'hui, on organise des conférences, des séminaires, des certificats, une école d'été, il y en aura une en 2022 d'ailleurs, etc., etc. C'est un projet qui est subventionné par le Fonds social européen. 2-3 mots là-dessus aussi. Le Fonds social européen, c'est un organe de l'Union européenne qui était à la base un fonds de soutien à l'emploi. Mais dans le cadre d'un axe formation, ils permettent de financer le projet ETIS, en partie, hein, évidemment les hautes écoles sont partenaires également. Et c'est ce qui nous permet de venir animer un webinaire comme celui-ci gratuitement. Comme toute autre action d'ailleurs qu'on mène dans le projet, on peut venir vous l'animer ou l'animer chez nous et vous inviter, tout ça gratuitement pour vous et pour les hautes écoles. Pas de démarche particulière à faire, il faut simplement savoir que vous avez dans votre haute école, que ce soit Condorcet ou une autre, une personne relais ETIS, donc qui est désignée dont le rôle est de faire le relais entre les actions ETIS et vous, d'organiser avec nous les actions ETIS, les formations et autres. De manière générale, ils font partie de l'équipe ETIS. Si jamais vous ne savez pas qui est la personne relais ETIS dans votre haute école, vous pourrez me contacter, m'envoyer un mail. Mon adresse mail est dans le diaporama et on vous le transmettra dès que possible. Ceci étant dit, je vous propose de démarrer. Alors, on va démarrer avec un petit outil qu'on va utiliser qui est WooClap. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va nous permettre de vous envoyer des questions. Alors, ce que je vous propose, ne quittez évidemment pas votre fenêtre Teams, mais ouvrez votre navigateur et entrez l'adresse qui s'affiche normalement sur l'écran, qui est www.wooclap.com/intro-vidéo en majuscule sans accent. Et normalement, une fois que vous l'aurez fait, on va vous laisser le temps de vous connecter, rassurez-vous, vous aurez une première question qui vous sera envoyée, qui vous demandera un petit peu dans quel état d'esprit vous vous sentez actuellement. Et pour répondre à cette question, vous avez l'occasion de cliquer sur une partie de l'image qu'on vous a envoyée. Alors Lionel gère tout ça et on va attendre que vous soyez bien tous connectés. Alors j'ai un petit retour de ce qui se passe, vous êtes déjà 26 et le nombre continue d'augmenter connecté sur le WooClap et vous répondez au fur et à mesure. Allez-y au feeling, hein, il y a une raison pour laquelle il n'y a aucun mot, etc. C'est vraiment quelque chose qui correspond à votre état d'esprit et qui peut être sujet à interprétation. Oui, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est un état d'esprit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut observer jusqu'à présent, c'est que c'est assez diversifié. Notamment, on voit
que pas mal de personnes ont répondu qu'ils se trouvaient un peu sur le fil. Ce serait intéressant de savoir sur quel fil est-ce qu'on se trouve en équilibre par rapport justement aux usages de la vidéo. D'autres personnes sont plutôt en train d'escalader, en train de s'entraider. C'est mon interprétation, encore une fois, je ne sais pas s'il s'agit de ça. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que la plupart des personnes ont des opinions très diversifiées. Elles se situent un peu partout, finalement, sur ce petit dessin. Et c'est assez intéressant de voir ce qui se passe ici. Encore une fois, un autre personnage qui essaye de grimper, d'accéder sur le bord vraiment du bâtiment sur la droite. On voit plutôt un autre personnage qui est plutôt en train d'observer ce qui se passe. Donc, autant de situations pour lesquelles on pourrait se retrouver ou non par rapport aux usages de la vidéo, ou en tout cas par rapport à cette thématique-là. Voilà. Et à l'état d'esprit actuel. Et je remarque que personne n'a cliqué sur le personnage qui tombe dans le vide. C'est déjà une bonne nouvelle. Et voilà, mais vous avez normalement à l'écran les propositions de chacun. Je sens qu'il n'y a pas énormément plus d'activités. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vous envoie une seconde question qui va nous permettre d'introduire, on va dire, ce webinaire-ci. La question qu'on vous pose, c'est pourquoi recourir au numérique dans vos pratiques d'enseignement? C'est une question volontairement très ouverte, mais elle va nous servir. Donc, répondez. C'est anonyme, évidemment, comme outil. Hein, donc, et de toute façon, on n'affichera pas forcément toujours les réponses à ces questions-là. Donc, vraiment, donnez votre avis sur, pour vous, pourquoi est-ce qu'on recourt au numérique dans nos pratiques d'enseignement? C'est quoi l'intérêt de recourir au numérique, s'il y en a? D'accord? Soyez francs, ça va nous servir. À nouveau, on laisse un peu tranquillement le temps de répondre. Évidemment, il faut rédiger un petit peu, hein, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais je vois déjà qu'il y a une quinzaine de personnes qui ont répondu. Donc, tout à fait, ça continue d'augmenter, 21. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà peut-être retirer de ce qui est écrit? On peut voir que ça peut augmenter l'engagement. On peut voir également que ça peut motiver les étudiants. On voit, ça bouge un peu dans tous les sens, effectivement, les 35 personnes ici ont répondu, 36, et ça continue d'augmenter, donc effectivement, on peut avoir plusieurs idées, il y en a un certain nombre. Continuez de poster ces propositions, on ne va pas les reprendre là tout de suite, d'accord? Je vais essayer d'introduire un certain nombre d'éléments qui peut-être déjà réagiront avec ceux que vous avez mis. Si d'aventure, il y a des propositions que vous auriez faites qu'on n'aurait pas traitées durant notre intervention, Lionel les reprendra et on essaiera de voir un peu ce qu'on peut apporter sur ces propositions-là. Ça va, mais je vois déjà une cinquantaine de propositions, donc c'est plutôt pas mal. Essayons d'abord un petit peu voir ce que la littérature scientifique nous apporte comme élément de réponse à cette question. Donc, pourquoi recourir au numérique? Et je vous propose de traiter les arguments un petit peu un à un. D'accord? Je ne parle pas de ceux que vous avez proposés, je parle de ceux qui existent dans la littérature scientifique. Alors, premièrement, quelque chose qu'on entend souvent, c'est de nous dire qu'on recourt au numérique tout simplement parce que les étudiants, les élèves maîtrisent les technologies, ça fait partie de leur génération, ils sont ce qu'on appelle des digital natives, c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue. Explorons un petit peu cet argument-là. Donc, l'idée de la notion de digital native, c'est que chaque étudiant, étant né, la plupart en tout cas, étant né dans une société fortement numérisée et ayant grandi dans une société fortement numérisée, ils ont tous développé, de ce fait, un certain nombre de compétences numériques sensiblement équivalentes d'un étudiant à l'autre. Voilà, c'est un petit peu ce genre d'idée. Évidemment, dans la réalité, ce n'est pas exactement comment ça se passe. La réalité, elle ressemble plutôt à quelque chose comme ça. La taille des personnages correspondant à leur niveau de compétences numériques, on va dire. Alors non seulement on observe une variété des compétences numériques dans la réalité, dans la réalité des étudiants, mais en plus on peut dire qu'ils dépendent au moins en partie des usages socioculturels que les étudiants ont des outils numériques. Dans le diaporama qu'on vous envoie, on peut voir que peut-être que ceux qui sont les plus à l'aise, c'est ceux qui ont les usages les plus diversifiés, les plus récurrents des outils numériques. Les réseaux sociaux, la documentation en ligne, la gestion des informations bancaires, la consultation de ressources, comme des vidéos sur YouTube ou autres. D'accord, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui intervient aussi. Ça va donc, premier élément de réponse, je vous dis ça, je ne le sors pas de mon chapeau, vous avez deux références dans le bas de l'écran, pour la première qui est un livre qui reprend un ensemble de recherches sur le sujet, pour la deuxième c'est une autre recherche qui a montré qu'effectivement la notion de digital native est beaucoup trop réductrice, elle ne permet pas de dire qu'il y a quelque chose de relativement commun à tous les étudiants. D'accord, ça dépend de leurs usages socioculturels.
Tant qu'on parle de ces usages socioculturels, ils ne sont pas tous pratiqués de la même manière par le même nombre d'étudiants. Ici, on a retenu les 5 les plus souvent pratiqués par les étudiants, c'est-à-dire le fait d'interagir et de communiquer sur les médias sociaux, le fait de gérer ses opérations bancaires dans la vie de tous les jours, le fait de jouer aux jeux vidéo, le fait de consulter des vidéos en ligne, et le fait de créer du contenu, c'est-à-dire poster du contenu sur différents sites. Mais ça, alors, c'est pour avoir une ordre d'idée, on n'a pas chiffré notre graphique, c'est vraiment pour vous aider à comparer les usages. Vous voyez que les usages les plus souvent pratiqués par les étudiants, c'est les médias sociaux. D'accord ? Dans une moindre mesure, mais tout de même élevée, c'est les vidéos en ligne et les opérations bancaires. Un certain nombre d'étudiants jouent aux jeux vidéo. Mais en fait, on a un nombre assez peu élevé qui crée du contenu en ligne. Or, ça fait partie des usages qu'on essaye de leur faire développer dans le cadre d'un dispositif de formation numérique. D'accord ? Qui plus est, si on reprend ces usages sociaux, donc ces usages socioculturels, mais ça, c'est des usages comme, socioculturels, donc ils font dans leur vie extrascolaire ou extra-formative. Les usages purement éducatifs, on ne sait pas exactement comment se passe le transfert des compétences entre leurs usages socioculturels et les usages éducatifs. Il y a un manque à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'il n'y a rien dans la littérature scientifique, mais globalement, c'est quelque chose, et de manière générale, le transfert des compétences, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu. D'accord, donc cet argument de dire que les étudiants sont des digital natives, a priori, c'était plutôt un argument qu'on va essayer de mettre de côté. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des étudiants qui peuvent être très doués. Ce n'est pas ça la question. Mais c'est vraiment plus l'idée que ça peut être très variable d'un étudiant à l'autre. D'accord ? Et qu'un certain nombre peut-être de compétences que vous demanderez de mettre en œuvre dans le cadre de votre dispositif de formation ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'ils ont développés dans leur contexte socioculturel. Voilà pour un premier argument. Deuxième argument qu'on entend souvent et que j'ai entendu dans les premières choses que l'IO m'a transmises, c'est que utiliser le numérique, ça motive les étudiants. Explorons cet argument-là également. Alors, à nouveau, en référence à la littérature scientifique, le fait que les outils numériques motivent les étudiants, on peut répondre par oui et non, on va dire. D'accord ? En réalité, il y a assez peu de choses qu'on peut attester. Ce que la littérature scientifique a montré, c'est que en fait, le lien entre technologie et motivation n'est pas toujours très clair. D'accord ? Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il n'y a pas de lien, il y a des recherches vraiment menées là-dessus, et ils ont montré un lien non significatif entre les préférences pour un outil qu'un étudiant peut avoir ou un élève, et les performances qu'il va avoir, c'est-à-dire la qualité de ses apprentissages et comment il va pouvoir montrer qu'il a acquis ses apprentissages dans les évaluations. On n'a pas de lien direct, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des étudiants qui sont très motivés par un outil et pour autant, ça n'aura pas d'impact sur leurs apprentissages. D'accord ? La recherche ne montre pas de lien, en tout cas. Par ailleurs, si effectivement il y a une motivation pour un outil numérique, il faut encore que cette motivation soit tournée vers l'apprentissage visé derrière la manipulation de cet outil et pas vers la manipulation elle-même. D'accord ? Vous aurez peut-être décidé à certains moments d'utiliser les réseaux sociaux dans le cadre d'un de vos dispositifs de formation. Peut-être ça peut motiver les étudiants à voir si cette motivation sera tournée vers l'apprentissage que vous visez derrière l'usage des réseaux sociaux ou si elle est tournée tout simplement par le fait d'utiliser les réseaux sociaux. D'accord ? À nouveau, à voir si la motivation est tournée vers le moyen ou vers le but. L'idée, c'est qu'elle soit tournée vers le but. De manière générale, ce qui ressort des recherches, et c'est quelque chose qu'on redira sans doute dans le cadre de cette intervention, c'est plutôt le type de tâche qu'on va proposer aux étudiants qui sera déterminant pour leur motivation. Alors bien sûr que le type de tâche implique le type d'outil que vous avez utilisé, mais l'outil seul ne permet pas de motiver. Le fait que ça soit numérique, en tout cas, rien ne dit que ça permettra de motiver à long terme a priori. D'accord ? Sur cette question du long terme, justement, ce qu'on redoute, c'est sans doute un risque d'estompage de la motivation à force de familiarité avec l'outil. Plus l'étudiant sera familiarisé avec l'outil qu'on lui aura proposé, sans doute plus sa motivation s'estompera. En tout cas, c'est raisonnable de penser ça. D'accord ? Donc à nouveau, cet argument de la motivation, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais sans doute qu'il vaut mieux ne pas tabler dessus sur les raisons qui peuvent nous motiver à utiliser le numérique. Troisième argument, tout simplement parce que peut-être que le numérique nous permet d'enseigner plus efficacement. À nouveau, explorons cet argument. Alors,
une première chose qu'on peut utiliser dans la littérature scientifique, c'est tout ce qui concerne les enquêtes internationales, comme l'enquête PISA, par exemple, que vous connaissez sans doute. À chaque fois que ça sort dans la presse, ça fait couler de l'encre, entre guillemets, vu que c'est plus tellement de l'encre qui coule, mais en tout cas, ça fait parler. Toutes ces études, il n'y a pas que PISA, vous avez l'étude Teams, les études Pearls, l'étude PISA. Si on regarde ce qu'elles nous disent, souvent ce qu'elles nous montrent, c'est que les systèmes éducatifs qui recourent le moins au numérique ont les meilleures performances. Ce qui est vrai, c'est pas faux, d'accord? Mais on va essayer de discuter de ce qu'on peut faire de cette information-là. D'accord? Certes, il est vrai que les systèmes éducatifs qui recourent le moins au numérique ont des meilleures performances. La Belgique est un système éducatif qui recourt tout de même assez bien au numérique et il ne se caractérise pas dans les classements PISA, en tout cas, par des performances élevées. Est-ce que pour autant, on peut en conclure que le numérique est inefficace? Vous vous doutez de la réponse. Pour nous, en tout cas, non, on ne peut pas conclure ça. Ce qu'on peut en conclure, c'est que nos pratiques numériques actuelles sont globalement inefficaces. En d'autres termes, ça ne tranche pas la question de savoir si c'est le numérique qui est inefficace ou si c'est notre manière d'utiliser actuellement et globalement le numérique qui est inefficace, d'accord? Ça ne permet pas de trancher cette question-là. Ce qui permettrait de trancher cette question, ce serait plutôt les recherches expérimentales et les méta-analyses. Je ne rentre pas dans le détail sur ce que c'est une recherche expérimentale et une méta-analyse, mais en gros, ce sont des recherches qui vont essayer de s'atteler à identifier des relations de cause à effet entre des pratiques pédagogiques et généralement des effets sur l'apprentissage ou sur la motivation ou autre. En tout cas, c'est de celle-là qu'on va parler. D'accord? Donc, intéressons-nous un petit peu à ce type de recherche-là. Les recherches expérimentales et les méta-analyses montrent en réalité une assez grande variété des résultats. En fait, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. De manière générale, c'est assez difficile en réalité de pouvoir mettre toutes les pratiques numériques dans le même sachet. C'est sans doute ça le problème. Le numérique, c'est une variable beaucoup trop large. Tout dépend de l'outil qu'on va utiliser, de l'usage qu'on va en faire, des caractéristiques du contexte, etc. D'accord? Un petit exemple parlant à ce niveau-là, si on prend deux pratiques numériques, d'accord, la première, ça va être de réaliser une présentation avec un diaporama projeté sur un écran dans une salle de cours. C'est une pratique numérique. On utilise un média numérique qui est le diaporama avec ses caractéristiques, etc., etc. On va prendre maintenant une autre pratique qui est le fait en formation professionnelle de faire ce qu'on appelle de l'autoscopie. C'est-à-dire que vous allez par exemple prendre un étudiant, vous allez aller le voir en stage, vous allez filmer ses comportements professionnels en stage et après coup, vous allez lui montrer la vidéo de sa propre action professionnelle et vous allez lui faire analyser sa propre action de manière réflexive, juger de la qualité de ses actions, etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'autoscopie. C'est aussi une pratique numérique, d'accord? Même si la démarche en elle-même existe depuis longtemps, le fait d'utiliser peut-être un smartphone pour filmer votre étudiant, le fait peut-être d'annoter la vidéo après pour mettre en évidence certains moments critiques, par exemple, ça recourt à des outils numériques et à leurs caractéristiques. Ces deux pratiques-là, la présentation en diaporama et l'autoscopie en utilisant la vidéo, on est bien d'accord que ce sont deux pratiques numériques. Pour autant, sur le plan pédagogique, elles n'ont pas grand-chose à voir. D'accord? Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est trop compliqué, c'est trop globalisant et c'est trop réducteur d'utiliser le numérique comme une variable en elle-même. Il faut la spécifier. D'accord? En tout cas, si on cherche, si on s'intéresse à ces études de l'efficacité, il faut spécifier cette variable. Je vais quand même vous en parler un petit peu, évidemment. De manière générale, et vous voyez avec les références en dessous que ça fait consensus, ce point de vue-là, ce n'est pas à l'outil dans l'absolu auquel il faut s'intéresser, d'accord, sur les questions éducatives, mais c'est le rôle qu'il joue dans le dispositif dans lequel il s'insère. Donc l'usage que vous allez en faire, le contexte, le type d'étudiant, l'horaire, ça peut être tout ce qui peut caractériser le dispositif. Si justement on essaye de spécifier un petit peu, on a des résultats là à nouveau variés. Par exemple, ce que les recherches expérimentales ont montré, c'est que tout ce qui concerne l'autoscopie, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, on a vu des effets positifs du coaching vidéo par autoscopie sur la modification des pratiques des enseignants, sur leurs compétences didactiques, des choses comme ça. Donc effectivement, ça change leur manière d'enseigner. En revanche, on voit peu d'effets sur les apprentissages à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, sur les apprentissages à court terme, ça n'a que peu d'effets. D'accord? Ce que certaines recherches expérimentales ont montré.
Tandis que si on prend d'autres variables numériques, par exemple le fait d'utiliser des dispositifs hybrides qu'on dit centrés sur l'apprentissage, c'est-à-dire où les étudiants sont actifs, où ils peuvent intervenir, où on les fait travailler en groupe, ou des choses comme ça, là, ça montre, les recherches ont montré un effet positif sur les apprentissages des étudiants, en tout cas tels qu'ils étaient perçus par les enseignants. Donc ici, on a 2 exemples de recherche qui s'attachent à 2 types de pratiques différentes et qui montrent des effets différents. D'accord ? Donc cette question de savoir si le numérique permet d'enseigner plus efficacement ou pas, en réalité, on peut répondre par oui et par non. Je pense que le problème, c'est de considérer le numérique comme un ensemble de pratiques pédagogiques. Pour vous donner une autre manière d'en parler, ça reviendrait au même de nous se demander si les pratiques non numériques permettent d'enseigner plus efficacement. Forcément, vous me direz, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est pareil pour le numérique. Donc voilà, oui et non. Dernier argument qu'on entend régulièrement, et après on essaiera de voir si dans vos propositions il y a d'autres arguments que ceux-là. Dernier argument, c'est qu'on peut recourir au numérique parce que l'usage que j'en fais peut élargir et affiner mes possibilités pédagogiques. Il peut me permettre d'innover. Explorons ce 4e argument. D'abord qu'on s'entende bien sur les questions. Innovation pédagogique, qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend le fait de proposer de nouvelles méthodes, des tâches scolaires nouvelles, des tâches scolaires inédites, par rapport au contexte de référence, pas par rapport au reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous êtes, imaginons, vous n'avez jamais utilisé la vidéo, par exemple, dans le cadre de vos cours, vous décidez à un moment de l'utiliser, de mettre une vidéo en ligne sur la plateforme, par exemple, c'est une innovation par rapport à votre pratique précédente. Et c'est suffisant pour considérer ça comme une innovation, parce que ça fonctionnera comme une innovation. D'accord ? C'est nouveau par rapport à ce que vous faisiez avant dans votre contexte. Maintenant, une fois que ça est posé, il faut bien distinguer l'innovation technologique et l'innovation pédagogique. D'accord ? Globalement, si on prend un point de vue général sur la question, souvent on fait parfois passer du vieux pour du neuf. D'accord ? Si je reprends les mots d'André Tricot là, que je cite ici. Par exemple, je vous donne une consigne que j'ai réellement vue dans un MOOC. Donc un MOOC, c'est un cours en ligne entièrement à distance et ouvert à un grand nombre de personnes. Une consigne que j'ai réellement eue devant moi, qui était pour réaliser le module, regardez les 9 vidéos suivantes. Point. Et il n'y avait pas d'autres consignes. Mais là, on est d'accord qu'il y a sans doute une innovation technologique, d'accord ? C'était peut-être pas quelque chose qui existait avant dans ce genre de contexte-là. Pour autant, sur le plan pédagogique, on retombe dans quelque chose de, j'aime même pas dire ultra transmissif, mais exclusivement transmissif. D'accord ? Vu qu'il n'y avait pas d'éléments pour mobiliser les étudiants entre les vidéos ou pendant, ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, de manière générale, l'innovation technologique, elle est secondaire par rapport à l'innovation pédagogique qu'elle peut amener. Ça va ? Maintenant, il est vrai que quand on regarde plus dans le détail, à des niveaux plus spécifiques des tâches, de leur réalisation, etc., on va constater souvent une modification qui est due aux caractéristiques de l'outil qu'on va utiliser. L'idée, c'est que cette modification, on essaye qu'elle soit bénéfique pour les apprentissages, pour le rythme d'enseignement, le bien-être des étudiants, etc., etc. D'accord ? Comment est-ce qu'on peut expliquer que le fait de recourir à un outil, et du seul fait que cet outil est intégré dans une pratique, il va modifier certaines choses dans l'activité quoi qu'il arrive ? Je vous propose de regarder cette petite animation. Donc là, je vous ai mis un marteau USB, donc c'est le symbole, on va dire, de l'outil numérique. Et ici, je vous mets une personne avec un carré blanc, on va dire que ça représente son activité, ce qu'il est en train de faire. D'accord ? Si j'intègre cet outil numérique à son activité, par définition, cette activité va être modifiée. Ça ne veut pas dire que ça va devenir une activité complètement différente, ce n'est pas ça l'idée, mais il y a des choses qui vont changer, il y a certains aspects qui vont être modifiés. D'accord ? Un exemple, avant de parler d'éducation, un exemple de la vie de tous les jours. Si vous avez par exemple une conversation avec une personne, une conversation de la vie de tous les jours, si cette conversation elle a lieu de vive voix, si elle a lieu par mail ou si elle a lieu par téléphone, globalement, ça ne va pas être exactement la même conversation. D'accord ? Ça peut être avec la même personne sur le même sujet au même moment. Pour autant, l'outil que vous allez utiliser, le média qui va servir à cette activité, va influencer le déroulé de la conversation, ses spécificités et des choses comme ça.
En éducation, c'est pareil. Quand on utilise un outil numérique en éducation, ce qu'on cherche, c'est il aura de toute façon une médiation sur l'activité de l'élève ou de l'étudiant. Ce qu'on cherche, évidemment, c'est que cette médiation, elle est quelque chose de bénéfique. D'accord ? Donc, c'est ce que je viens de dire. L'objectif est que cette médiation ait un effet bénéfique pour l'élève. Je vous donne un exemple. Il y a eu un certain nombre d'ailleurs de recherches, mais là, je vous en cible une, qui a un petit peu exploré l'usage des lecteurs MP3 sur la compréhension à l'audition en cours de langue. Qu'est-ce qui est innovant là-dedans par rapport à une compréhension à l'audition classique où c'est l'enseignant qui va lancer un enregistrement à toute la classe? Le fait d'avoir un lecteur MP3, c'est que c'est l'étudiant qui aura un contrôle sur le déroulement de l'enregistrement. Donc, il pourra revenir en arrière, réécouter des passages ou des choses comme ça. D'accord? C'est innovant en soi par rapport à la situation précédente qui était de passer un enregistrement à l'ensemble de la classe. On a vu dans certaines recherches, dont celle-ci, que ce genre de pratique avait un effet bénéfique sur les apprentissages des élèves, en tout cas s'ils n'étaient pas en difficulté, parce que c'est jamais toujours évidemment tout blanc, tout noir, mais ça a montré que cette innovation-là pouvait être intéressante pour les élèves, ou en tout cas certains d'entre eux. D'accord ? Si on arrive à faire ça, c'est-à-dire à utiliser un outil, à innover, et en plus que cette innovation ait un effet bénéfique sur les apprentissages ou sur d'autres aspects, on atteindra ce qu'on appelle, généralement, en tout cas ce que nous on appelle une plus-value pédagogique. C'est ça qu'on cherche souvent dans un outil numérique. Une plus-value pédagogique, ça consiste à chercher en quoi l'outil permet de proposer des tâches habituelles plus efficacement ou de nouvelles tâches pertinentes. Quand on est dans l'innovation, on est évidemment plutôt dans les nouvelles tâches, mais déjà le fait de pouvoir proposer des tâches habituelles plus efficaces, donc légèrement modifiées, c'est déjà une plus-value pédagogique en soi. D'accord ? Alors, vous avez par exemple un modèle, ici le modèle Aspid de Karsenty et Bugman, en tout cas dans cette publication-là, qui vous explique un petit peu les différentes phases dans lesquelles on peut être quand on recourt à un outil numérique. Donc, vous voyez qu'il y a 4 blocs au milieu du modèle. Les deux du dessous, le premier, c'est quand on adopte un outil, donc les premiers essais sont toujours plus laborieux, donc c'est évidemment le début. Et puis les 3 blocs suivants, ça vous donne un petit peu le type de situation dans lequel on est quand on recourt à cet outil. On peut être dans une situation de substitution, c'est-à-dire en réalité, on pose exactement la même tâche qu'avant. Typiquement, si vous écrivez au tableau noir quelque chose, au lieu de l'écrire au tableau noir, vous le projetez sur un diaporama. Si c'est le même contenu présenté de la même manière, on est plutôt dans une logique de substitution. Mais on peut aussi être dans une logique de progrès, c'est-à-dire on va proposer des tâches habituelles plus efficaces grâce à l'outil numérique. D'accord ? Alors, je pourrais imaginer un exemple ici. On garde l'idée de la présentation. L'avantage d'un diaporama, c'est qu'on peut être plus visuel, plus animé, d'accord ? Donc, ça peut clarifier, par exemple, la présentation d'une information. Ça reste la même démarche pédagogique. C'est une présentation, c'est transmissif. Mais c'est fait de manière sans doute plus efficace si on arrive à utiliser ça pour que l'information soit plus claire. Et puis enfin, le bloc du haut, c'est l'innovation, c'est quand on arrive à proposer avec un outil numérique des tâches qui ne sont pas possibles sans. C'est là, on va dire, la plus-value ultime, si en tout cas on en tire parti. L'exemple de l'autoscopie, typiquement, ça c'est une tâche qu'on ne pourrait pas proposer sans recourir au numérique. Ce n'est pas possible de filmer un étudiant et qui revoit sa propre action, qui se revoit en action sans utiliser un outil numérique. Donc là, on est dans l'innovation. Alors vous avez vu qu'il n'y avait pas d'effet sur les apprentissages à court terme. Vous avez d'autres recherches qui montrent que ça peut avoir des effets très importants, notamment sur les aspects professionnels. Ça va donc... On peut être dans différents types de plus-value, en tout cas 2 ici, progrès et innovation. Les 2 sont intéressantes, mais on va dire que c'est plutôt ça qu'on va essayer de chercher quand on recourt à un outil numérique. Maintenant, vous voyez que vous avez un 5e bloc plus allongé sur la droite, qui est le fait qu'un outil numérique, ça peut aussi détériorer, en tout cas un mauvais usage, on va dire, d'un outil numérique, ça peut aussi détériorer la qualité des apprentissages ou d'autres aspects, et il faut y être attentif. En d'autres termes, les outils numériques en eux-mêmes ne sont pas une solution miracle. À nouveau, tout dépend de l'usage que vous allez en faire. D'accord ? Alors, 2 petits exemples de plus-value. Je vous ai montré l'autoscopie, qui est effectivement une innovation avec des tâches nouvelles. Là, qu'est-ce que ça peut amener comme élément intéressant pour l'étudiant ? Il peut, par exemple, ce qu'on se dit souvent avec l'autoscopie, ça peut amener une prise de conscience de sa manière de fonctionner, qui est plus difficile autrement. Moi, j'ai déjà, par exemple, accompagné des enseignants du primaire en les filmant
en train d'animer des ateliers différenciés avec des enfants en lecture, pour vous donner le contexte. Ben, cet enseignant-là, quand je lui repassais la vidéo, avant même que j'ai dit quoi que ce soit, il avait tendance à dire « Ah, mais j'avais pas du tout l'impression que je parlais de cette manière-là. Ah là, je me trouve un peu agressive avec cet élève-là. Je me rends compte que tel élève, en fait, je lui ai pas adressé la parole pendant l'atelier alors que j'aurais dû aller le chercher. Celui-là, je me rends compte qu'il fait autre chose alors que j'aurais pu aller le rechercher à ce moment-là. » Donc, une des plus-values intéressantes avec l'autoscopie, par exemple, c'est la prise de conscience de sa manière de fonctionner. Ça, c'est un exemple dans l'innovation. Dans le progrès, ben, je vais vous donner un autre exemple. Ben, ici, par exemple, on a utilisé WooClap avec vous, hein, donc un logiciel où on peut vous envoyer des questions. Ben, on peut utiliser ce logiciel-là en classe, en présentiel. Vous demandez à chaque étudiant de sortir soit leur ordinateur, soit de son ordinateur, soit de son téléphone, hein, ça marche, ou sa tablette, ça marche avec tout. Vous envoyez une question en début de séance et ils vous répondent anonymement sur WooClap. Quel intérêt est-ce qu'on peut avoir de faire ça plutôt que de poser une question à l'ensemble de la classe? Bah, tout simplement, le fait que quand vous posez, vous avez tous sans doute rencontré cette situation, quand vous posez une question à l'ensemble de la classe, vous en avez peut-être 2, 3 qui répondent, d'accord? Donc vous en avez déjà que certains qui vous donnent la réponse. Et en plus de ça, ceux qui répondent, c'est souvent ceux qui ont un profil commun, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aise, ceux qui ont peut-être déjà eu des facilités par le passé dans les séances précédentes ou des choses comme ça. D'accord? Le fait d'utiliser un logiciel comme WooClap, premièrement, ça va vous amener à récolter l'ensemble des réponses, d'accord, que vous pouvez traiter sur le moment. Vous pouvez poser des questions type sondage, et alors vous pourrez voir un petit peu vers quel choix se tournent les réponses des élèves. Donc c'est l'ensemble des réponses. Qui plus est, c'est anonyme, ce qui fait qu'un étudiant qui n'est pas à l'aise, par exemple, ben là, il va pouvoir envoyer sa réponse. Je ne dis pas que ça va tout régler, mais ça peut l'aider à donner des réponses franches à chaque fois qu'on peut solliciter la classe. D'accord? Ça, c'est des exemples de plus-value qu'on peut chercher dans le progrès. Ça, on ne va pas faire ici. D'accord? Donc voilà, la notion de plus-value en elle-même, c'est quand on va innover, d'accord, améliorer ou proposer une nouvelle tâche et que cette nouvelle tâche, l'effet que le numérique aura sur la situation, on espère que ça aura un effet bénéfique sur les apprentissages ou autres. En réalité, cet effet bénéfique, il peut s'exercer sur différents aspects. Il peut s'exercer sur la manière dont les étudiants comprennent, appréhendent, se représentent la matière, comprennent les concepts ou des choses comme ça. À nouveau, hein, si vous utilisez une vidéo, par exemple, où vous avez un schéma, par exemple, difficile à expliquer, ben, vous le faites apparaître progressivement dans votre vidéo en l'expliquant. Ça peut très fortement faciliter la manière dont les étudiants le comprennent et se le représentent. Ou de faire une vidéo synthèse, par exemple, à la fin d'un cycle de cours ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment les effets sur l'apprentissage en lui-même, sur la compréhension de la matière. Maintenant, la plus-value, elle peut aussi porter sur les aspects plutôt relationnels entre les étudiants ou entre l'étudiant et l'enseignant. L'exemple que j'ai donné avec WooClap, où par exemple, ça peut aider certains étudiants timides ou qui participent jamais à quand même répondre aux questions de l'enseignant, à participer à l'interaction, ben, c'est typiquement une plus-value sur cette dimension-là. D'accord? On peut aussi avoir une plus-value qui s'exerce sur les conditions de réalisation de la tâche. Par exemple, si vous donnez des tâches en autonomie à distance à faire aux étudiants, où ils consultent des ressources sur la plateforme, répondre à des questionnaires pour prendre des choses qui se font classiquement, ben, ça change les conditions de réalisation de la tâche. Il le fait chez lui, il le fait quand il veut, hein, s'il s'organise le temps comme il a envie durant sa semaine ou des choses comme ça. Donc on peut aller chercher ce genre de plus-value-là aussi. Puis on peut en trouver d'autres, hein, le fait que ça peut avoir une influence sur les gestes et les actions techniques que l'étudiant doit mettre en œuvre. Typiquement, nous utilisons WooClap pour interagir avec vous. Ben, pourquoi est-ce qu'on utilise WooClap? Parce qu'il est simple d'utilisation. Vous tapez tout simplement l'URL et directement, vous arrivez sur une page où vous pouvez répondre à la question. Ça peut être plus simple parfois que de répondre à des choses sur papier, devoir les traiter, des choses comme ça. Et puis, dernier élément, mais en fait, on pourra en trouver d'autres selon le modèle qu'on utilise, ça peut s'exercer sur la réflexivité des étudiants. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'outil numérique qui est utilisé, il peut renvoyer à l'étudiant une image de lui-même, lui faire prendre conscience de choses, lui permettre d'identifier ses forces et ses faiblesses, et des choses comme ça. Je reprends l'exemple de l'autoscopie. L'autoscopie cible spécifiquement cet aspect-là, la réflexivité de l'étudiant. Voilà un petit peu pour la plus-value. Alors, attention, comme je vous disais, on l'a vu avec le modèle ASPID, ces effets que les technologies numériques et l'usage qu'on en fait ont sur les situations d'enseignement, elles ne sont pas toujours heureuses. Je vous donne un exemple d'une recherche.
une recherche qui a porté sur l'usage de l'ordinateur pour la prise de notes en séance de cours. A priori, l'idée, c'était d'explorer ça pour pouvoir utiliser des aspects multimédia, mettre en page directement, pouvoir corriger ses notes, etc. Donc, a priori, l'intention est bonne, hein, le fait de recourir à un ordinateur dans cette situation-là. Mais quand on a mesuré comment ça se passait par rapport aux prises de notes classiques, il s'est avéré qu'en réalité, la prise de notes sur ordinateur était cognitivement plus coûteuse que la prise de notes papier. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut baquer ce type d'usage-là, mais si on ne fait pas attention à ce genre de choses, on peut être dans une situation où ça va avoir un effet négatif sur ce qu'on visait comme voulant être un effet positif. D'accord ? Donc plus coûteux, donc moins efficace cognitivement. Cette recherche faisait référence en particulier à la notion de charge cognitive et donc l'usage de l'ordinateur ici augmentait la surcharge cognitive des étudiants. En conclusion, sur la notion de plus-value, on peut dire que l'intérêt de recourir au numérique, il va consister dans le fait d'identifier ses potentialités pédagogiques, d'accord, ce qui va vous permettre de faire, que vous pourriez faire moins bien ou pas du tout dans le cadre de votre cours. Et c'est bien la potentialité de l'usage que vous en faites, pas de l'outil en lui-même, d'accord ? C'est vraiment comment vous comptez l'utiliser dans le cadre de votre cours. Notamment sur quel aspect ça peut porter. Est-ce qu'on vise l'apprentissage, les relations entre les étudiants, etc. etc. Mais c'est pas tout. L'idée, c'est pas juste de voir ce que ça vous permet de faire, c'est d'en plus de voir si cette nouvelle tâche que vous explorez ou cette tâche que vous modifiez, que vous essayez d'améliorer, c'est d'essayer de voir si effectivement elle a un effet positif sur les étudiants. Donc l'idée là, c'est de contrôler. Évidemment, on peut anticiper, hein, se dire attention, garder en tête par exemple cette notion de charge cognitive, d'essayer de ne pas les surcharger, la difficulté d'usage de l'outil, est-ce que ça va leur demander des compétences supplémentaires ou pas, des choses comme ça. Donc on peut l'anticiper, mais globalement, il faut surtout essayer et voir si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, il faut réutiliser alors. D'accord ? Par ailleurs, les recherches sont là pour vous aussi. Hein. Une recherche, ça ne dit pas tout, une recherche. C'est pas parfait, c'est jamais parfait, une recherche expérimentale. On est dans des sciences sociales, évidemment, on n'est pas dans des sciences de la nature, donc ça ne vous donne pas une situation automatique. Néanmoins, ça peut vous donner des pistes d'action sur peut-être quelles pistes sont les plus raisonnables à explorer en premier lieu, par exemple. D'accord ? Les formations sont là pour ça aussi. Nous, dans le cadre du projet ETIS, on essaye de vous donner des formations qui sont fondées sur la littérature scientifique. C'est la particularité d'avoir un projet issu d'une université. Voilà un peu pour ce 5e argument. Oui, non, pardon, il y a une petite erreur. Ce 4e argument, il y en a un qui est barré, qui est à la fois... pas barré, mais c'est pas grave. Donc ce 5e argument, le fait que l'usage que je fais du numérique peut élargir et affiner mes possibilités pédagogiques, là on a envie de dire oui. Ça renvoie à l'argument précédent, ça ne veut pas dire que automatiquement ça vous fera quelque chose de mieux, mais en tout cas, ça agrandit votre boîte à outils. Ça c'est sûr. Si vous le faites, voilà, si vous arrivez à identifier en tout cas la potentialité d'un outil. Voilà un petit peu pour les arguments qu'on traite le plus souvent, ou en tout cas qu'on constate le plus souvent quand on se pose la question, ou on pose la question à des gens de pourquoi recourir au numérique. Précision tout de même, j'insiste là-dessus, à nouveau, ce n'est pas l'outil en lui-même qui va vous permettre d'innover ou d'enseigner plus efficacement, c'est l'usage que vous allez en faire. D'accord ? C'est vraiment comment vous allez l'utiliser dans votre contexte de travail, etc., etc. Ceci étant dit, je vais faire appel à Lionel, qui va regarder un petit peu les propositions que vous avez faites en début de webinaire pour savoir si dans les propositions que vous avez faites, certaines n'ont pas été traitées avec la proposition que je viens de vous faire. Donc voilà, j'ai plutôt un rôle de technicien comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Donc ici, c'est mon tour maintenant. Ce que je vais vous proposer, c'est de consulter ensemble ce que j'ai pu découvrir lors de vos différentes interventions sur le WooClap. Alors, je vais me retourner quand même pour faire face à mon écran pour vous lire de toute façon un petit peu. À savoir, ce que vous avez pu relever, c'est à la fois des recours aux usages du numérique, à la fois pour vous et pour vos étudiants. Donc, c'est intéressant de voir que les usages ne sont pas limités uniquement pour les étudiants, mais que vous considérez, excusez-moi, le numérique comme étant important aussi dans vos propres pratiques, notamment pour élargir vos propres actions, pour élargir
voilà les différents outils que vous pourriez utiliser dans le cadre de vos classes et dans le cadre de la préparation de vos cours. Ce qu'on peut découvrir également... Je peux juste réagir Oui. là-dessus. Donc là, le fait d'élargir son spectre d'action, c'est typiquement le dernier argument qu'on a traité. Donc les personnes qui ont proposé ça, on est dans cette logique-là. Sur la question de est-ce qu'on utilise le numérique pour soi et ou pour les étudiants, moi je suis tout à fait, en tout cas à nouveau en référence à la littérature scientifique, je trouve ça tout à fait correct de se dire que vous utilisez le numérique parce que ça correspond à votre style professionnel. La notion de style professionnel, c'est une notion qui existe dans les sciences du travail et effectivement, vous pouvez recourir à des outils parce que ça vous botte plus. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Il faut juste vous dire que si vous faites ça, il faut sans doute pas que ce soit un argument qui prenne le pas évidemment sur l'efficacité que ça va avoir dans le cadre de vos séances de cours ou des choses comme ça. Mais a priori, si vous vous sentez plus à l'aise avec ça, utilisez quelque chose qui vous correspond. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une étudiante à nos certificats et qui me disait mais on doit toujours se justifier parce qu'on utilise le numérique et les autres se justifient jamais pourquoi ils ne l'utilisent pas. Quelque part, c'est vrai, hein, on peut traiter de la même manière une pratique numérique et une pratique non numérique, en tout cas sur les plans pédagogiques et professionnels. Voilà. Pas de problème. Ce qui ressortait également, c'est des éléments inhérents au contexte. Voilà, on recourt au numérique aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'on se trouve dans une situation qui nous empêche de faire du présentiel à 100%. Et donc, de ce fait-là, des éléments plus contextuels viennent se mêler au recours au numérique. Ouais. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui ressort au niveau de ce que les personnes ont pu souligner. Et là-dessus, c'est vrai que la pandémie vous a forcé à utiliser le numérique, vous a forcé à l'utiliser en urgence en plus. Je sais que ça a été une expérience pas toujours évidente pour beaucoup d'entre vous. Bon, dites-vous bien que premièrement, cette expérience-là, personne nous aurait demandé d'utiliser, personne de sensé vous aurait demandé d'utiliser le numérique comme ça aussi brutalement. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, voilà, parfois on est forcé à faire quelque chose. L'idée, c'est d'essayer peut-être d'identifier ce qu'on peut retirer de la situation, même si elle est forcée. D'accord. Il y a de l'intérêt à faire de l'enseignement hybride, même hors des situations de pandémie. D'accord. Ce sera peut-être le sujet de l'école d'été, mais là, je vous vends un peu la mèche parce qu'on y travaille avec Lionel. Il ne faut pas spoiler. Hein. Donc voilà, ce qui ressort aussi, c'est que ça permet de faciliter les échanges. Ça ressort assez bien aussi au niveau de ce que les personnes ont pu souligner dans le Booklab. Néanmoins, effectivement, ce qui ressort de manière très prégnante, c'est la question de la motivation et de l'autonomie. Donc effectivement, beaucoup recourent au numérique justement pour favoriser l'apprentissage en termes de motivation et en termes d'autonomie. Ouais. Éléments pour lesquels tu as pu déconstruire un certain nombre de choses. Ouais, en tout déconstruire, évidemment, motivation, nuancé, on va dire. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est tout à fait logique de se dire qu'on peut utiliser le numérique pour de la motivation. Je veux dire, c'est tout à fait raisonnable de penser ça. Après, la recherche a montré que c'est plus compliqué que ça, on va dire. Sur la question de l'autonomie, effectivement, on peut traiter la question de différentes manières, en fait, parce qu'on peut se dire que ça permet de tabler sur l'autonomie des étudiants. On peut aussi se dire que ça peut aider à développer de l'autonomie chez les étudiants, d'accord. Faire de l'enseignement où ils ont des choses à faire de leur côté, à consulter des choses sur la plateforme, etc., en autonomie, ça peut être intéressant pour eux-mêmes, pour s'organiser eux-mêmes, ce genre de choses. Ça peut être intéressant si on veut développer l'autonomie chez les étudiants aussi. Bien sûr, il faut le cadrer, alors. On n'a pas le temps de rentrer dans le débat aujourd'hui, mais ça peut être une piste. Voilà, à tout le moins, en tout cas, ça permet de varier les activités, c'est ce qui ressort aussi. Ça permet aussi de maintenir l'attention, avec la question aussi de savoir, ça maintient l'attention pendant peut-être un certain temps pour que l'attention baisse peut-être potentiellement par la suite. Donc ça, encore des questionnements potentiels. Encore que maintenir l'attention, c'est vrai que ce que permet certains outils, c'est d'augmenter l'interactivité avec les étudiants. Si c'est ça, effectivement, on peut. C'est pas l'outil en lui-même, c'est pas l'attrait pour l'outil qui maintient l'attention, c'est le type d'usage qu'on en fait. Et effectivement, ce type d'usage peut aider à maintenir l'attention. Peu, à nouveau, hein, ça dépendra comment on fera. C'est ça. Alors, ensuite viennent plutôt les usages en lien avec ce que les enseignants peuvent en faire. Et donc, les enseignants, enfin, en tout cas, les personnes qui ont répondu ici, disent que ça les amuse, en fait. Dans la conception, ça peut aussi être amusant. Ouais. Donc, il y a un petit côté ludique aussi dans la création de, justement, de ces outils, de ces nouveaux outils numériques qui arrivent aujourd'hui. Ouais, et ça, à nouveau, si ça vous amuse, allez-y. Hein. Franchement, hein. L'idée, c'est aussi que si ça peut rendre votre travail, donner une dimension agréable supplémentaire à votre travail, allez-y, évidemment. Voilà, ça permet également le suivi individuel, qui aurait été peut-être autre par rapport à un autre système. Le fait de recourir au numérique permet d'avoir un autre type d'accompagnement individuel. Oui, tout à fait. Il y a notamment les e-portfolios, par exemple, hein, donc les portfolios numériques
donc elle les fait en ligne, hein, l'étudiant l'agrémente au fur et à mesure de son parcours et l'enseignant peut aller le consulter à n'importe quel moment. Ce qui est différent des pratiques de portfolio autres, où souvent on rendait le portfolio à la fin du cycle ou de la séance de cours. Donc ça, c'est une piste, hein, par exemple. Voilà. Et alors, je terminerai peut-être par une autre intervention, excusez-moi, qui est le fait de pouvoir adapter les méthodologies pédagogiques aux apprentissages. Que l'outil informatique, que le numérique, en tout cas, permet de faire ça. Permet d'adapter les différentes méthodologies pour lesquelles on n'aurait peut-être pas su faire différemment si on n'avait pas eu recours au numérique. Ouais. Voilà. Non, c'est un bon exemple, hein, notamment si c'est ce genre de choses, si on tape sur l'innovation, on peut explorer ce genre de choses-là. Par exemple, je prends toujours l'exemple de l'autoscopie, mais ça permet d'avoir un exemple que tout le monde comprend et qui est très parlant, je trouve. Typiquement, de faire l'analyse de sa propre action, ou si on veut développer une forte démarche réflexive, par exemple, ça peut être une piste vraiment intéressante que l'autoscopie. Tout à fait. Et sinon, bien écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour ne pas non plus se répéter. En tout cas, s'il y a d'autres interventions, n'hésitez pas à le formuler dans le chat et on y reviendra de toute façon lors de bien sûr, la phase de questions-réponses. Il y aura un temps de réponse à la fin, donc si jamais vous vous sentez frustré parce qu'on n'a pas parlé de votre proposition, n'hésitez pas à nous reposer la question à la fin du webinaire. Ce que je propose ici, parce que je vois le temps avancer évidemment, c'est qu'on fasse peut-être l'entracte maintenant, ce qui vous permette de vous resservir un café et nous de nous réhydrater. Et on reprend, à mon avis, dans 10 minutes, si ça correspond bien à ce qui était prévu, donc dans 10 minutes. Bonjour, vous êtes dans votre classe et soudainement vous constatez que vos étudiants sont endormis, consultent leur téléphone avec frénésie ou se balancent des insultes. Que faire? Apporter des outils concrets de gestion de classe pour améliorer la relation entre élèves, c'est l'objectif principal du cours de psychologie de la communication que je donne à de futurs instituteurs primaires depuis quelques années maintenant. Cette année, j'ai décidé d'y apporter une touche supplémentaire. Et si le cours se donnait en anglais? En effet, j'ai accepté de participer à un projet expérimental impulsé par le département pédagogique de la Haute École à Marcinelle. Ce projet consiste à dispenser une matière dans une autre langue que la langue maternelle de l'étudiant. Et dans le jargon professionnel, ce projet, ça s'appelle EMIL. Et chez nous, ce projet sera distillé sur 3 ans, avec la première année le cours de psychologie de la communication, on y reviendra dans quelques instants, 6 cours en deuxième bac, et puis, c'est très important, la possibilité pour l'étudiant d'effectuer ses stages professionnels dans une école anglophone. Mais revenons sur le cours de psychologie de la communication. Toute la difficulté était de mettre au point une méthodologie spéciale adaptée à ce double objectif, pratiquer la langue de Shakespeare tout en suivant un cours de psychologie. Et un objectif ne doit pas escamoter l'autre. Alors, dans un premier temps, il a fallu sensibiliser les étudiants à ce nouveau projet. Alors, au début de l'automne, je suis allé dans chaque classe de première bac afin d'y proposer quelques activités brise-glace. À la suite de cette expérience, 36% des étudiants inscrits ont choisi de participer à l'expérience, les autres suivant le cours en français. Alors, les étudiants étant issus de 3 classes différentes, il était important dès la première année de créer une bonne dynamique de groupe. Important aussi de les familiariser avec le fait que tous les chapitres du cours allaient être dispensés en anglais. Allaient-ils me comprendre? Allaient-ils participer? Oseraient-ils parler? J'ai donc construit un cours sur une progression lente mais constante, composée d'un maximum d'activités interactives et ponctuée ci et là de quelques brefs exposés théoriques. Je tiens à préciser que les étudiants qui le souhaitaient ou qui trébuchaient sur l'une ou l'autre notion avaient également la possibilité de consulter un cours interactif en français sur Moodle. Alors pour mener à bien ce projet, j'ai pu bénéficier d'un dispositif spécial mis en place par la Haute École. Tout d'abord un accompagnement personnalisé au sein de petits groupes d'apprentissage et puis un accord de partenariat avec la promotion sociale de Charleroi permettant aux étudiants qui le souhaitent de suivre un cours de renforcement en anglais et cela tout à fait gratuitement.
Rappelons en effet que la formation initiale des instituteurs à l'heure actuelle ne comporte pas un seul cours de langues étrangères. Alors quel est l'intérêt pour l'étudiant de se lancer dans cette aventure? Sur le plan professionnel, le jeune enseignant qui aura suivi le cursus pourra évoluer activement dans une école primaire tournée vers l'Europe et le monde. Il pourra notamment s'engager dans des projets Erasmus, et il y en a déjà pas mal dans le fondamental. Il pourra aussi, moyennant la réussite d'un examen, solliciter un emploi dans une école d'immersion. Vous le savez, ces écoles ont le vent en poupe pour l'instant, et on sait que les directeurs éprouvent d'énormes difficultés à rencontrer des enseignants qui répondent aux critères d'engagement. Alors sur le plan académique et sur le plan personnel, ce projet permet à l'étudiant de se lancer dans un processus novateur, un projet qui stimule sa curiosité intellectuelle, un projet qui lui donne l'envie de maîtriser une autre langue que la langue maternelle, bref, un projet pour devenir un citoyen et un enseignant européen. Merci pour votre attention. So we'll start now with the role plays that you had to prepare for today. Hey, mister, look what I got! Hey, you see that? Oh, a medal. Yes, it's a medal! I won it by myself! I was like, oh, I want the medal, but how can I get the medal? So I did, and I think by myself, and I said, oh, I have to do a competition. School is very important to have a great life. Without a degree, you won't achieve anything. And what if I'm not good enough? I'm your teacher. I'm here to advise you. I know you can do it. I believe in you. You just believe in yourself. If you think that the teacher listened to Fiona, please raise the green card. And the good answer is No. no. Of course. We have just seen the 13 obstacles to a good communication. But if all this is supposed to be avoided, you will tell me, so, what are we supposed to do? The answer is active listening. And that's exactly the focus of our lesson today. I will start this lesson with a quote from a Greek philosopher, Epictetus. What does Epictetus say? He says that if we have 2 ears and 1 mouth, that's because we are supposed to listen twice as much as we speak. So it's high time to discover the active listening techniques. Okay. Mirror, you are supposed to do it. Reparti pour la deuxième partie de notre webinaire. Donc, on va laisser maintenant à nouveau la parole à Jonathan et Lionel qui sont prêts. Et j'espère que vous aussi, vous êtes à nouveau de retour derrière vos écrans pour poursuivre la deuxième partie. N'hésitez toujours pas à poser vos questions, même des remarques. N'hésitez pas à les noter aussi parce qu'on prend note de tout et on transférera tout à nos formateurs juste à la fin du webinaire. Voilà, je passe la parole. Pour cette deuxième partie, on va beaucoup plus parler de vidéo, vu que c'est quand même ça le thème de Teach and Stream et du cycle de webinaire. Avant ça, rapidement, quelques conseils et écueils qu'on peut éviter quand on utilise le numérique dans un dispositif de formation. Très rapide, mais c'est toujours intéressant de prendre conscience de ça ou se le rappeler. Premier conseil, forcément, utiliser le numérique pour ses apports pédagogiques. C'est ce qu'on a dit dans toute la première partie de notre intervention. D'accord ? Donc, n'utilisez pas le numérique pour le numérique, n'innovez pas pour innover. Essayez de chercher dans le numérique ce que ça vous ouvre comme porte et ce que ça augmente dans votre boîte à outils pédagogique. Deuxième petit conseil,
on l'a dit aussi, ne pas considérer les étudiants comme des digital natives. À nouveau, on en parlait dans le début de la présentation. Prenez conscience que certes, parfois, certains vont vous montrer des compétences très élevées et parfois pas. D'accord ? Donc, c'est important aussi de se dire qu'il ne faut pas se tabler sur le fait que tous les étudiants vont d'office savoir utiliser l'outil que vous allez leur présenter, etc. Prévoyez toujours des consignes, une aide au cas où, un tutoriel vidéo ou des choses comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est important que ce n'est pas tous des digital natives. Une petite précision là-dessus, ce qui est vrai, c'est que ce qui parfois, il y a en tout cas d'assez répandu chez les étudiants, c'est une plus grande aisance affective avec les outils numériques. Ils paniquent moins, si vous voulez, quand ils sont face à un outil qu'ils ne connaissent pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ont les compétences nécessaires, en tout cas celles que vous avez rendues nécessaires pour participer efficacement à votre séance de cours ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Et tournez-vous aussi vers ce que vous avez comme ressources dans votre haute école. Hein. Si vous avez des outils institutionnels, vous utilisez sans doute tous ou presque Moodle, Teams et des choses comme ça. Il y a peut-être dans votre haute école des tutoriels qui ont été faits par la cellule d'appui ou autres, qui peuvent être intéressants à partager à vos étudiants. D'accord ? Autre conseil qu'on a moins abordé, attention aux variations entre les étudiants. C'est vrai, en fait, ce conseil-là, il est vrai qu'on parle de numérique ou pas. Il y a un élément qui ressort assez fort de la littérature, quel que soit en réalité le domaine pédagogique, qui est que moins la tâche est cadrée, plus elle est risquée pour les élèves ou les étudiants en difficulté. D'accord ? Dans le cadre du numérique, évidemment, ça peut concerner un tas de situations différentes, mais par exemple, pour l'enseignement à distance, il faut vraiment que l'étudiant sache vers où se tourner, sache aisément ce qu'il doit faire et des choses comme ça. Sinon, ça risque d'avoir vraiment un effet délétère sur sa manière de participer à l'activité. D'accord ? Donc, de manière générale, moins la tâche est cadrée, plus elle est risquée pour les élèves en difficulté. D'accord ? Et en fait, ce conseil répond un petit peu au premier, soyez explicite. Je sais qu'il y a toute une vague il y a eu toute une vague, en tout cas, de pédagogie où on disait qu'il faut vraiment habiller les tâches, pas leur dire forcément les objectifs d'apprentissage ou des choses comme ça. Moi, j'ai envie de dire, soyez plutôt explicite. En tout cas, c'est plus sûr. Voilà, soyez clair sur les apprentissages visés, sur les objectifs d'apprentissage, soyez clair sur les procédures que les étudiants vont devoir mettre en œuvre, les étapes par lesquelles ils doivent passer, ce qui est attendu en termes d'échéance, ce genre de choses. Soyez clair sur les outils que vous leur proposez d'utiliser, comment est-ce qu'on les utilise, présenter l'interface, voir quels usages vous voulez en faire. Vous n'allez pas forcément utiliser tout ce que vous pouvez faire dans l'outil avec les étudiants. Et puis, vraiment structurer votre espace de travail, surtout s'il y a un espace en ligne, vraiment structurer, que l'étudiant sache où il est, sache vers où il doit aller. Moi, je pars du principe qu'il faut s'adapter aux étudiants qui vont d'office être perdus quand ils vont se connecter. Il faut partir du principe qu'il y aura des étudiants perdus. Gardez ces étudiants-là en tête et qu'est-ce que vous faites pour s'assurer qu'ils ne le soient pas ou le moins possible quand ils se connectent. D'accord ? Il faut organiser les différents fichiers, organiser la progression, des choses comme ça. D'accord ? Soyez explicite. Vraiment. Ce qui ne vous empêche pas d'adopter des méthodologies de formation différentes. Vous pouvez être explicite dans une approche par la découverte, vous pouvez être explicite dans une approche plutôt présentation, exercisation, des choses comme ça. Ça ne vous empêche pas, mais que l'étudiant sache ce qu'on fait de lui et ce qu'on attend de lui. Autre conseil, alors viser la simplicité et la régularité. Souvent on dit less is more, d'accord ? Donc ça sert à rien de multiplier les outils, de multiplier les plateformes, de multiplier les ressources non plus. Essayez de viser ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, et essayez de vous limiter à ça, vraiment. Hein. Ou alors vous trouvez une manière d'organiser qui montre clairement ce qui est essentiel, et des choses comme ça. D'accord ? La simplicité. Et la régularité, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément toujours. L'idée qu'on peut tout à fait stabiliser ces scénarios de formation. Qu'est-ce que ça veut dire stabiliser ces scénarios de formation ? C'est vraiment pas l'idée de proposer tout le temps les mêmes activités. Mais on peut par contre les organiser dans quelque chose de régulier. Par exemple, une activité à distance,
une question ouverte, une mise en commun en séance, et puis on repart vers une ressource à consulter. D'accord ? Dans ce genre de choses, on peut mettre différents types d'activités, mais l'idée de stabiliser le format, donc les étapes générales, ça va aider les étudiants à se mettre en route, à ce que le travail soit fluide, à savoir où se diriger, des choses comme ça. D'accord ? Stabiliser les scénarios, ça peut être vraiment une piste intéressante. Et je pense que c'est le dernier conseil, accompagnez vos étudiants, surtout si vous êtes à distance, comme on doit encore le faire à certains moments ici, mais pas que. Donc, bon, ici, vous avez un étudiant, représenté ici en bleu. Vous pouvez l'accompagner, ça ne veut pas dire prendre la moitié de votre temps pour l'accompagner, mais on va voir qu'il y a plusieurs manières de faire. Mais vous pouvez l'accompagner sur le plan cognitif, c'est-à-dire voir s'il comprend bien la matière, il arrive à participer aux activités, les objectifs d'apprentissage s'atteignent au fur et à mesure, des choses comme ça. Vous pouvez aussi l'accompagner sur les plans plutôt affectifs ou socio-affectifs, c'est-à-dire de voir s'il est toujours à l'aise dans le dispositif, s'il arrive à s'engager, s'il ne décroche pas, si c'est clair pour lui, s'il ne se sent pas dépassé ou des choses comme ça. Vous pouvez l'accompagner sur les aspects métacognitifs, c'est-à-dire l'aider à voir lui-même s'il a des difficultés ou pas, à identifier ses faiblesses et des choses comme ça. Ça peut se faire de manière très simple. Après, si vous avez un ensemble de cours en plusieurs séances, vous pouvez mettre à certains moments réguliers une ou deux questions auxquelles il est obligé de répondre, permettant de dire est-ce qu'il se sent à l'aise, quelles sont ses difficultés, quelles pistes est-ce qu'il peut imaginer pour régler ses difficultés. Ça peut être des petites choses, mais qui aident un petit peu à ce travail-là. Et enfin, évidemment, vous pouvez l'accompagner sur le plan technique. Ça ne veut pas dire que vous devez faire des trucs individuels avec chaque étudiant, mais voilà, qu'il y ait des tutoriels d'usage des outils à disposition, des choses comme ça, c'est un accompagnement technique. Alors, ces différentes choses, ça peut se faire sous forme de tutorat, c'est-à-dire à certains moments, vous avez des entrevues individuelles ou en groupe avec les étudiants qui permettent de voir où ils en sont, voir si tout fonctionne bien. Ça peut être du tutorat par les pairs, c'est-à-dire vous chargez à chaque fois un étudiant de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif pour un autre. Vous les mettez en duo, des choses comme ça. À nouveau, ça peut être court. Vous demandez qu'à 2 moments, par exemple, dans votre dispositif, chaque étudiant vous fasse un petit retour ou au travers d'un petit questionnaire rapide ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi mettre en place ce qu'on appelle un helpdesk. Ça veut dire que ce n'est pas une aide que les étudiants doivent forcément utiliser, mais si vraiment vous avez un étudiant qui est en difficulté, c'est de savoir où il peut vous contacter. Ça peut être l'adresse mail, ça peut être autre chose, pour que ceux qui ont vraiment des difficultés sachent qu'ils peuvent trouver de l'aide et ils sachent où trouver cette aide. Ça peut être tout simplement des petites séances de soutien ou de bilan. Vous prenez 20 minutes à la fin d'une séance en présentiel pour voir si tout se passe bien. Ou alors, au contraire, si vous voulez utiliser un nouvel outil, vous prenez une demi-séance ou une séance entière en début de dispositif pour former les étudiants à l'usage de l'outil, s'assurer qu'ils le comprennent bien ou des choses comme ça, etc. etc. À nouveau, il faut évidemment faire avec les ressources que vous avez, le temps dont vous disposez. Ça peut être des petites choses, mais des petites choses peuvent vraiment faire la différence à ce niveau-là. Voilà pour les conseils et les éventuels écueils à éviter. Et on terminera ce webinaire par l'ouverture en réalité vers la thématique de l'ensemble du projet Teach and Stream, qui est l'usage de la vidéo en formation, les usages pédagogiques de la vidéo. Alors là, on va vous amener un petit modèle qu'on a construit dans le cadre de notre service de recherche. Mais pour l'introduire, je vais vous proposer une petite situation. Je vous la montre ici. Je vous présente 2 cas d'usage de la vidéo en formation en haute école. Dans les 2 cas, on va considérer que ça se passe en formation paramédicale. D'accord ? Donc, infirmier, etc. L'idée, dans les 2 situations, c'est de rendre les étudiants capables de placer un bandage correctement. Il y a plusieurs techniques de bandage. On ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, de savoir en faire au moins une dans ce cas-ci. Voilà 2 cas différents qui, dans ce genre de contexte avec cet objectif-là, qui peuvent recourir à la vidéo. Dans le premier cas, vous imaginez que les étudiants reçoivent une tablette en salle, en présentiel. Ils reçoivent une tablette sur laquelle il y a une vidéo d'un bandage parfaitement exécuté. D'accord ? Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent reproduire la technique qui apparaît sur la vidéo, sur un condisciple, en s'aidant de la vidéo. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Ils peuvent revenir en arrière, revoir des éléments, faire le bandage, puis comparer en faisant une pause sur la vidéo, des choses comme ça. D'accord ? Ils ont la main sur la vidéo.
Et ce qu'il faut, c'est qu'ils reproduisent cet usage, cette technique de bandage. Premier cas. Deuxième cas, on est dans imaginons c'est une autre classe. Les étudiants dans cette classe-là ont précédemment appris, sans vidéo, les critères d'un bon bandage et ils se sont exercés. D'accord ? Voilà, c'est une autre approche. Maintenant, ce que l'enseignant leur demande de faire, c'est qu'il leur diffuse une vidéo d'un bandage exécuté en situation réelle, d'accord, donc à l'hôpital, et il leur demande à chacun d'en critiquer la qualité de ce bandage à la lumière des critères qu'ils ont appris précédemment. D'accord ? Donc on est dans deux usages de la vidéo qui sont différents. Ce que je vous propose, c'est de vous connecter. Pardon, je réaffiche ce que j'ai mis. Ce que je vous propose, c'est de reprendre votre fenêtre WooClap, de vous connecter, et Lionel vous a envoyé une question qui est « Qu'est-ce qui différencie ces deux cas dans l'usage de la vidéo ?» Si vous deviez mettre des mots, si vous deviez expliquer ce qui est fait de la vidéo dans un cas et dans l'autre, quel mot est-ce que vous utiliseriez, Qu'est-ce qui différencie ces deux cas sur le plan pédagogique? Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux cas dans l'usage de la vidéo? On a, pour une première réponse, l'approche métacognitive. Ok, on va prendre on va continuer. Dans le deuxième cas, l'esprit d'analyse et critique. Ça demande du recul. Ok, donc on est dans le deuxième cas plutôt dans une analyse critique avec du recul, ouais. Nous avons le mimétisme et l'analyse. Ok, donc premier cas du mimétisme, deuxième l'analyse. Ok, c'est des mots intéressants. Le timing. Ouais, on n'utilise pas au même moment, effectivement, dans l'intégration des différentes informations. Une autre nuance entre le passif-actif. Ok, donc alors je suppose que l'actif c'est le premier et le deuxième c'est le passif. En tout cas, dans le premier on est dans des manipulations, dans le deuxième on est moins dans des manipulations. Voilà. Pour le cas numéro 1, la vidéo est le support d'apprentissage, tandis que le cas numéro 2, la vidéo permet d'exercer ses connaissances. Ok, ouais. Voilà. Le regarder, critiquer. Donc la distinction, encore une fois, entre les deux situations. L'apprentissage par la pratique pour le premier, tandis que pour le deuxième, c'est par la théorie. Ok. Ces deux vidéos ne se situent pas au même niveau de la taxonomie de Bloom. K1 mémorisé, Bloom 1, K2 analysé, Bloom 4. Ouais. La première, apprendre une technique. La seconde, analyse. Ouais. L'approche métacognitive. Sager une technique. Être exécutant pour la première situation, tandis que la deuxième, c'est plutôt développer l'esprit critique, être en réflexion. Ouais. Voilà. Le cas numéro 1, acquisition, et le cas numéro 2, mobilisation des connaissances. Ouais. Reproduire des gestes précis, j'imagine. Ouais. Et autonomie par rapport à des critères. Super. On peut en reprendre 2 ou 3 encore. Voilà. Je vois donc je fais. Ouais. La présence d'un scénario pédagogique explicite pour l'un et pas pour l'autre. Okay. L'introduction de la réflexivité. Ouais. La notion de scénarisation. Ouais. Et enfin, premier cas, c'est un modèle, une reproduction. Deuxième cas, c'est une vision critique qui suppose d'avoir acquis les compétences exercées dans le premier. Ok, alors c'est super intéressant. Vous avez pointé des choses, effectivement, ce qui relève de la métacognition, de l'esprit critique, etc. Ce qu'on relève effectivement dans plusieurs choses, c'est que dans le premier cas, on est plutôt dans le fait d'exécuter quelque chose, de reproduire, d'être en action, de manipuler, des choses comme ça, si ça colle à ce que vous avez dit ici. Que dans le deuxième, on est plutôt dans l'analyse, dans l'esprit critique, dans la mobilisation des connaissances qu'on a déjà pour en faire une analyse critique. Alors certains ont dit la réflexivité, mais ça on pourra en discuter, parce que la réflexivité c'est toujours compliqué à tester ou à contredire. Mais en tout cas, on voit que c'est des choses assez différentes. Si on prend la vidéo, dans le modèle qu'on a construit, nous on l'a imaginé de cette manière-là. Dans le premier cas, la vidéo elle sert de mise en action des étudiants, que dans le deuxième cas, elle sert à mettre les étudiants en situation d'analyse. D'accord, c'est deux cas différents qui ont leur intérêt et qui touchent qui renvoient à ce que vous avez proposé. Et ben, ces deux cas-là, il y en a deux. On en a identifié dans le cadre de notre travail 4 autres, donc 6 types de cas d'usage de la vidéo. Le premier, ça va être tout simplement les moments où la vidéo elle va servir à présenter des connaissances qu'on espère que les étudiants vont retenir. Le deuxième cas, c'est les moments où une vidéo va servir d'explication, de clarification d'un concept, où on demande qu'ils comprennent ce qu'ils voient, etc. Troisième type de cas, la mise en action, c'est les moments où les vidéos vont impulser un travail, une manipulation, effectivement, une reproduction d'une action, des choses comme ça. Quatrième type de cas, le moment où la vidéo va amener les étudiants à
analyser le contenu de la vidéo, ce qui n'est pas la même chose que compréhension ou mise en action. Ce n'est pas le même type de tâche. Cinquième catégorie, on a les moments où la vidéo on va amener les étudiants à se positionner par rapport au contenu de la vidéo. Une petite précision, c'est pas la même chose que l'analyse. Analyse et positionnement, ici, c'est pas exactement la même chose. L'analyse, c'est, entre guillemets, objectivement, comment est-ce qu'on peut décortiquer, explorer, inférer des choses sur ce qu'on voit. D'accord ? Le positionnement, c'est beaucoup plus quelque chose où on va essayer de poser un jugement. Pas forcément un jugement abusif, hein, je veux dire, on va donner une appréciation de quelque chose. Est-ce que c'est efficace, par exemple ? Est-ce que c'est éthique ou des choses comme ça ? Donc l'analyse, on est plutôt dans le décortiquage, d'accord ? Donc dans l'analyse objective, que le positionnement, on est dans l'appréciation de quelque chose. D'accord ? J'ai vu dans vos propositions que certains faisaient référence à Bloom. Ça vient exactement de là. Ce qu'on a fait pour construire ce modèle, c'est qu'on a fait une synthèse de modèles de catégories d'activités ou de catégories de processus cognitifs qu'on a synthétisé et qu'on a adapté à la vidéo. D'accord ? Donc là, c'est la différence chez Bloom entre analyse et évaluation ou appréciation selon la date du modèle qu'on utilise. D'accord ? Et alors, le sixième type de cas, c'est tout simplement les moments où l'étudiant va créer une vidéo, où le vidéo va plus être le point de départ du travail, on va dire, ou le centre du travail, ça va être le produit. D'accord ? Et donc, ça implique un certain nombre de choses. Cette modélisation-là, l'idée, c'est que ça vous donne, en fait, votre boîte à outils pédagogique par rapport à l'usage de la vidéo. Vous avez 6 catégories de tâches qu'on peut demander aux étudiants à travers l'usage d'une vidéo. L'idée, c'est que ça vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire et que ça vous aide aussi à distinguer les tâches des unes des autres. Alors certes, quand on montre une vidéo, on espère qu'à la fois, ils vont la comprendre et ils vont la mémoriser. Donc effectivement, il y a des choses qu'on peut regrouper. Pour autant, l'analyse et le positionnement, c'est des tâches différentes. Comprendre une vidéo pour juste comprendre les concepts ou alors pour les appliquer et les mettre en action, c'est pas la même chose, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment votre boîte à outils. Ce que je vous propose pour clôturer ce webinaire, c'est que pour chaque type d'usage, je vous propose des exemples de plus-value qu'on peut retirer du fait d'utiliser la vidéo dans ce type de situation-là par rapport au fait d'utiliser un autre média ou un média non numérique. D'accord ? Parce qu'on est d'accord qu'avec une feuille de papier, vous pouvez aussi donner des consignes, présenter des concepts et des choses comme ça. Même décrire une situation qu'on analyse. Mais c'est quoi les plus-values de recourir à une vidéo dans ce type de situation ? Alors, dans le cas de la compréhension et de la mémorisation, on peut les regrouper ensemble pour les plus-values. Premièrement, le fait qu'une vidéo, ça va vous permettre parfois d'être plus clair, d'accord, de présenter un concept plus clairement, voire de supplanter un processus cognitif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fait de faire une supplantation ? C'est vraiment quand vous allez aider la compréhension des étudiants en représentant dans la vidéo le genre de processus qui doivent se faire mentalement. Je vous donne un exemple. Je vous donnais un exemple tout à l'heure que si vous avez un schéma dans votre cours qui est compliqué, qui est chargé, qui est complexe, le fait de le présenter en vidéo où il se construit progressivement et vous commentez cette construction progressive, c'est une forme de supplantation parce que vous aidez l'étudiant à savoir où démarrer sa lecture dans le schéma, comprendre les liens qu'il y a entre les différents éléments du schéma et des choses comme ça. D'accord ? C'est une première plus-value qu'on peut rechercher dans la vidéo. Autre plus-value beaucoup plus simple, le fait qu'on peut diffuser aux étudiants des scènes, des phénomènes réels, etc., qui sont impossibles à visionner autrement. D'accord ? Par exemple, j'ai un collègue qui a travaillé dans la formation des maîtres nageurs, par exemple. Il a récupéré une vidéo de caméra de surveillance d'une piscine publique où un élève, je vous rassure, il ne s'est pas noyé, mais où un enfant était en situation potentielle de noyade. Tout s'est bien passé, rassurez-vous. Mais il a obtenu l'autorisation de la famille notamment pour utiliser cette vidéo pour que en classe, en formation des maîtres nageurs, les futurs maîtres nageurs puissent analyser, comprendre directement sur une situation réelle les indicateurs d'une situation potentielle de noyade, par exemple. D'accord ? C'est ce genre de choses qui peut être super intéressant d'exploiter la vidéo dans ce genre de cas. Une moins-value, pour le coup, le fait que la vidéo sera moins adaptée à des informations qui sont longues et détaillées.
souvent, une vidéo, on va chercher à ce qu'elle soit courte, en tout cas une vidéo de type à visée explicative, à visée de compréhension et de mémorisation. On va chercher à ce qu'elle se fasse généralement, selon les recherches, on dit moins de 6 minutes. D'accord? C'est disons, le timing idéal pour à la fois la mémorisation et la compréhension des informations. Donc, si vous avez besoin de faire passer une information plus longuement, de manière plus détaillée, peut-être qu'un autre média que la vidéo peut être intéressant. Voilà un peu pour compréhension et mémorisation. Pour ce qui concerne la mise en action, donc le fait que dans la vidéo va servir à impulser des comportements, des manipulations par les étudiants, soit par le fait de reproduire ce qu'il y a dedans, soit le fait que la vidéo permette d'expliciter d'une manière particulière une consigne. Ben là, les plus-values qu'on peut en tirer, ben c'est à nouveau cette clarté, cette supplantation. Parfois, il y a des actions qui sont difficiles à exécuter. Le fait de les montrer d'abord, ça augmente le travail et c'est différent que de donner un mode d'emploi papier, par exemple. D'accord ? Je me souviens d'une recherche où ils avaient comparé en 2 groupes la capacité des étudiants à monter eux-mêmes un saxophone, donc les différentes pièces d'un saxophone. Dans un des groupes, c'était un mode d'emploi type Ikea, vous voyez, et dans l'autre, c'était une vidéo, et la vidéo s'est avérée plus efficace pour la rétention et la compréhension des informations. Ça peut aussi donner un exemple réel de réalisation de la tâche. D'accord ? Vous donnez une consigne, par exemple, vous faites une vidéo consigne pour comment réaliser les étudiants, comment ils doivent réaliser leur TFE. Bah, si vous, à l'intérieur de la vidéo, vous montrez un petit peu la structure du TFE, ce que ça peut contenir, comment le travail s'étale sur une année ou des choses comme ça, ça peut les aider à voir un petit peu comment ils doivent fonctionner. Ça permet aussi une comparaison que l'étudiant va faire à l'ensemble des aspects d'une tâche ou d'un geste. Si je reprends l'exemple du bandage de tout à l'heure, ben, ce qui est très fort là-dedans, c'est que l'étudiant a la main sur une version correctement exécutée du geste qu'il doit mettre en œuvre. Donc, ce qui permet de lui-même sache exactement quel aspect regarder, quel aspect revoir, peut-être sur quel aspect mettre l'accent, qui est celui qu'il a le moins compris, etc. D'accord ? Globalement, l'idée, c'est que ça peut permettre aux étudiants de revoir ces éléments-là, peut-être d'accélérer des choses. Ça peut être intéressant, par exemple, en formation sportive, d'accélérer un geste qui est découpé, par exemple, ou au contraire, de ralentir des aspects de la vidéo, des choses comme ça. Pour ce qui concerne l'analyse et le positionnement, ben là déjà, tout simplement, là aussi, on peut amener des situations réelles. L'exemple que j'ai pris de l'enfant en situation potentielle de noyade, à la limite, c'est un meilleur exemple pour analyse et positionnement, parce que là, on va les faire analyser, quoi. D'accord ? Donc, on peut amener une situation réelle, ce qui peut être hyper riche, évidemment, pour une formation professionnalisante, où on veut que les étudiants sachent faire des choses en situation réelle. Ça permet à nouveau que ça soit visionnable autant de fois que nécessaire. Et par ailleurs, c'est des vidéos qui peuvent être enrichies. Typiquement, vous allez, imaginons, vous envoyez un étudiant en formation des enseignants, par exemple, vous allez envoyer un étudiant en stage, premier stage. C'est pas facile un premier stage, c'est une situation stressante, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe. Vous le filmez, alors peut-être pas la première fois, hein, d'accord, il faut amener ça d'une certaine manière, mais une fois que vous avez cette vidéo, vous pouvez l'enrichir, sélectionner les passages qui vous semblent les plus critiques, mettre peut-être en évidence un aspect de la situation, par exemple une partie de la classe ou certains élèves pour lesquels il y a quelque chose d'intéressant à analyser, mettre vous-même des commentaires ou des choses comme ça. Et puis par ailleurs, et je reviens à l'idée d'autoscopie, ça peut être super intéressant, évidemment, pour que l'étudiant puisse se voir, voir sa propre performance, ou celle d'un pair aussi, ça peut être super intéressant hein, de regarder, d'analyser ou de se positionner par rapport à la performance d'un pair. C'est pas forcément un pair de la classe, hein. Vous avez par exemple des sites comme Neopass Action qui vous mettent à disposition des vidéos publiques où des étudiants débutants ont accepté qu'on les filme à différents moments des situations critiques, hein, par exemple une rentrée de classe en début d'année ou des choses comme ça, et c'est à disposition des formateurs d'enseignants. Ça peut être super riche de faire ça, d'utiliser ça. Et enfin, ça peut être quoi les plus-values d'amener les étudiants à créer eux-mêmes une vidéo ? Premièrement, si on replace ça dans une perspective plus globale, on a des recherches qui montrent, notamment les taxonomies de Tircio par exemple, qui montrent que le fait de se mettre en position où l'élève doit réexpliquer des notions lui-même, voire trouver des manières d'exercer le destinataire à l'information à faire passer, ça nécessite des niveaux de maîtrise assez élevés des notions. Donc ça peut être un moyen pour enclencher ce niveau de maîtrise élevé. Ça peut être intéressant aussi dans le sens où une vidéo,
on peut avoir plein d'angles d'attaque différents dans la réalisation d'une vidéo. Ça peut être une production très explicative avec des exemples. On peut partir d'une situation concrète et la commenter. On peut prendre un axe d'humour particulier, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant que l'étudiant soit face à lui ait une tâche dans laquelle il peut exercer sa créativité ou des choses comme ça. Et puis enfin, ça peut être super intéressant d'organiser un travail collaboratif autour de la vidéo, parce qu'il y a l'aspect scénarisation, l'aspect réalisation, donc le tournage, le montage, etc. Donc ça peut enrichir à nouveau la maîtrise par les étudiants. Voilà un petit peu les 6 catégories de tâches, les 6 types d'usages que vous pouvez faire de la vidéo dans un dispositif de formation. Et vraiment, l'idée, c'est que ça vous donne des possibilités, que ça vous fasse prendre conscience. Peut-être vous aviez déjà conscience de tout ça, mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, vous faire prendre conscience de l'étendue de vos possibilités et de ce qui distingue les différentes possibilités aussi. Alors, je serais ravi de vous la développer encore plus avec d'autres exemples, mais je laisserai ça pour les webinaires suivants et les formations suivantes, dont certains dans lesquels vous entendrez beaucoup plus parler Lionel, que j'ai un petit peu relégué au rang de modérateur et d'assistant, mais rassurez-vous, il forme très très bien et vous aurez l'occasion de vivre quelque chose avec lui. Je garde ma salive pour les autres. Voilà, il se garde en forme pour les épisodes suivants. Quoi qu'il arrive, ce diaporama, il sera à votre disposition. Évidemment, tout ce que je vous ai dit, je ne le sors pas de mon chapeau, ça sort très majoritairement de la littérature scientifique et toutes les sources sont mises en bibliographie dans les dernières dias. Si vous voulez y avoir accès directement, la plupart sont accessibles librement, mais si vous en avez besoin de certaines ou d'autres sur le sujet, vous pouvez me contacter sans problème, ou Lionel. On vous a mis justement les infos de contact ici, donc si vous voulez nous contacter, c'est la même adresse mail pour nous deux, c'est formaetis@ulg.ac.be, c'est noté sur le diaporama, vous l'aurez. On a un site web qui est etis.uliege.be, dans lequel vous retrouvez les différents événements qu'on organise, dont certains qui ont lieu ici dans le Teach and Stream. On a une page Facebook, on a une page Twitter, suivez-nous, c'est toujours sympa, on essaie de partager un maximum de choses. Et voilà, bonne soirée à tous et merci pour votre attention et merci à la Haute École Condorcet pour nous avoir accueillis dans leur magnifique studio. Voilà, tout simplement, bonne année et à bientôt. Et non, pas bonne année, à bientôt, parce que vous avez les questions-réponses, évidemment, maintenant. Donc voilà, donc posez vos questions. Je pense que oralement, ce sera difficile de poser les questions, si j'ai bien compris, directement avec le micro dans Teams. Mais je pense quand vous avez posé des questions dans le chat, et vous pouvez encore le faire maintenant, nos partenaires, nos collègues ont relevé ces questions-là et vont nous les transmettre. Voilà, donc je suis de retour ici dans mon petit studio. Et donc, on avait une première question de Brigitte Marnef, en fait, qui expliquait qu'elle ne connaissait pas du tout TikTok. Et elle se demandait si en cours de langue, où la spontanéité des commentaires et l'interactivité entre les étudiants est important, si le côté ludique de TikTok peut être un avantage, une plus-value à développer la spontanéité et à permettre aux étudiants d'oser s'exprimer. Alors, j'ai personnellement pas eu l'occasion d'expérimenter TikTok en situation de formation. Alors Catherine, on en discutait un petit peu à la pause, donc effectivement ça peut ouvrir des choses, hein. On le voit d'ailleurs, hein, quand spontanément il y a un certain nombre de contenu qui est créé sur cette plateforme-là et on voit que certaines personnes font des tutos cuisine notamment, hein, tu me disais, il y en a qui créent leur entreprise, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a sans doute des éléments à aller chercher. Personnellement, je ferai juste une mise en garde, on va dire, sur TikTok, qui est que c'est une plateforme publique. Donc il faut faire attention à ce que vous demandez aux étudiants de faire dessus, et il y a sans doute un certain nombre d'autorisations à prendre, ou en tout cas d'accords de l'étudiant à avoir. Donc voilà, je dis pas que il ne faut pas le faire, hein, je pense que ça vaut peut-être le coup d'essayer, mais attention à ces questions-là, quoi. Je répondrai comme ça. Voilà, Brigitte, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les écrire, hein. Je vois ici vos commentaires, donc il n'y a pas de souci. Brigitte, toujours, avait une petite remarque et question en même temps. Donc, elle se demandait elle constatait que les étudiants préféraient écrire sur leurs écrans plutôt que sur du papier. Et elle se demandait si ce n'était pas inquiétant, finalement, puisque apparemment, le papier les ennuie rapidement, alors que l'exercice est le même. Alors,
si on prend ce qu'on a proposé tout à l'heure, l'exercice n'est pas exactement le même au final. Mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui sont plus à l'aise, tout simplement du fait qu'ils écrivent plus des masses avec le crayon maintenant. On a une génération où on écrit beaucoup. Il faut bien voir ce qu'on entend par écriture. Discuter sur du chat, poster un contenu sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas de l'écriture littéraire, mais c'est de l'écriture. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une expérience scripturale chez les étudiants qui est importante. Et effectivement, cette expérience, elle est majoritairement numérique, au clavier. Donc, c'est normal qu'ils soient plus à l'aise avec ça. C'est ça qui correspond à leur génération. Est-ce que c'est inquiétant? Je ne sais pas. Je dirais que c'est inquiétant de ne pas savoir écrire efficacement en papier, au même titre que c'est très inquiétant à l'heure actuelle de ne pas savoir écrire au clavier non plus. Donc voilà, je pense que c'est pas la préférence n'est pas inquiétante pour moi, mais effectivement, si on constate un gros manque de compétences dans l'écriture papier, là, on peut se dire qu'il faut réagir. Mais je pense qu'on est dans une société où c'est important de savoir écrire au clavier, comme c'est important de savoir écrire à la main aussi. Donc voilà. C'est juste, faut éviter les extrêmes, mais les deux ont leur importance. Si ça répond pas à la question, ou si la réponse ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à la préciser dans le chat, bien sûr. Donc, j'interviens parce que Brigitte répond en même temps et elle nous dit que répondre sur le clap plutôt que sur papier, et elle répond non finalement parce qu'il s'ennuie plus facilement. Donc, il s'ennuierait moins avec WooClap, c'est ça l'idée, si j'ai bien compris. Je sais pas. Si je comprends bien aussi. Si je comprends bien, c'est ça. Oui, ouais. oui, c'est bien ça. Ok, oui. ça va. Oui, donc ça peut être effectivement, ça peut peut-être correspondre plus à leur style. À nouveau, on fait quand même gaffe à ce qu'on a dit sur la motivation. Peut-être que sur le moment, ça les aidera à voir si cette motivation ou cet attrait perdure, quoi. Mais ça peut être effectivement, ça peut être un bon point de départ. Ok. Il y avait une dernière remarque de Brigitte qui était plus dans l'idée de l'hyperconnexion. Et donc, est-ce que si on laisse faire justement trop les étudiants dans cette hyperconnexion, ils ne vont pas en rajouter de plus en plus? Alors ça, c'est toujours une grosse question, et notamment, on déborde un peu de la sphère des hautes écoles, mais par exemple, quand on parle de l'intégration du numérique dans l'enseignement fondamental, c'est une question qui vient assez vite, de se dire qu'ils sont déjà très forts sur les écrans. Est-ce que le fait d'en rajouter à l'école, c'est pas problématique du fait d'augmenter le temps d'écran? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si ça peut leur rapporter des choses sur le plan pédagogique, il faudrait sans doute mieux favoriser les usages critiques et intelligents des écrans, donc plutôt à l'école. Maintenant, je peux comprendre l'idée de ne pas vouloir les surcharger. Je pense qu'une manière de répondre à ça, c'est de se dire qu'il ne faut pas faire forcément du numérique tout le temps partout. Il faut l'utiliser pour les moments où ça a un intérêt, d'accord, où ça va apporter quelque chose sur le plan pédagogique. Par ailleurs, ça peut être aussi le moment de les former à un usage critique du numérique. D'accord ? C'est ce qu'on a dit souvent sur la mouvance du Bring Your Own Device. Donc, vous avez peut-être déjà vu l'acronyme BYOD. C'est l'idée d'amener les étudiants à amener leur propre matériel en classe et que ce matériel-là soit utilisé dans le dispositif de formation. Donc, le fait de leur faire utiliser leur propre téléphone ou des choses comme ça, avec WooClap, c'est un peu dans cette logique-là. On peut dire que ça va en rajouter. On peut se dire aussi que ça va aussi leur montrer d'autres types d'usages que ceux purement socioculturels, qui sont des usages formatifs, des usages raisonnés. Ça peut être le moment de les former aussi. Par exemple, on propose souvent de faire ce qu'on appelle une charte d'utilisation des outils numériques ou une étiquette, de se dire que ok, on utilise l'outil numérique en classe, mais on respecte un certain nombre de règles. On va pas sur Facebook, on s'envoie pas des conneries anonymes. On reste respectueux même dans le cadre d'une analyse anonyme ou des choses comme ça. Je veux dire, ça peut être le moment de développer d'autres apprentissages aussi. Voilà ce que je répondrais. Oui, voilà. Donc, j'attendais que ça se rallume pour m'assurer que c'était à mon tour. Donc, on a une autre question de Sébastien Fassbender qui nous dit qu'on met en évidence, donc que vous mettez, en évidence que finalement la formation au numérique est intimement liée à la métacognition et l'autorégulation. Un étudiant peut être plus efficace via une prise de notes s'il maîtrise une prise de notes sous forme de carte mentale ou système de nœuds. La formation au numérique pour être efficace doit être liée à ces aspects, mais est-ce que les chargés de cours en sont conscients? Donc, il précise que c'est une question volontairement impertinente. Non, mais c'est très bien, c'est important. Moi, je vous invite à être franc dans les questions, si vous sentez des aspects
problématiques ou critiques à discuter, allez-y, hein, c'est le but. Bon, alors, premièrement, certes, j'ai pris un certain nombre d'exemples liés à la réflexivité et à la métacognition. Ça ne veut pas dire que forcément tous les aspects numériques doivent être liés à ça. Moi, je prends l'exemple de l'autoscopie parce que c'est quelque chose que je pratique, mais il peut y avoir des usages super intéressants du numérique qui ne sont pas liés à la métacognition. L'exemple de WooClap, ça peut être tout à fait lié à la prise des représentations pour le prof et de démarrer de là où les étudiants en sont, pas forcément pour leur renvoyer une image de leur propre cognition. Donc, pas forcément, j'ai envie de dire. J'ai peut-être pris beaucoup d'exemples, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à ça. Et alors, la deuxième partie de la question, si je me rappelle bien, oui, un étudiant, on disait, peut être plus efficace en prise de notes classique ou en carte mentale s'il le fait efficacement. On est bien d'accord, mais quelque part, ça touche à ce que je disais. C'est pas l'outil en lui-même qui est important, c'est l'usage qu'on en fait. Et par ailleurs, l'usage qu'on en fait n'est pas forcément intelligent, d'accord? Donc, effectivement, il faut se poser la question, dans le contexte dans lequel on travaille avec les étudiants, avec les outils, de savoir s'il faut y recourir ou pas, si c'est une bonne idée d'y recourir ou pas, et s'il y a peut-être d'autres manières non numériques de faire quelque chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne suis pas pro-numérique hein, dans les faits. Moi, j'analyse. Enfin, notre boulot, c'est de faire de la recherche, c'est d'analyser. D'accord? Et quand on forme à des questions numériques, c'est on forme à des questions pour lesquelles il nous semble que ça a un intérêt. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas le plus important, quoi. Et alors, de savoir si les maîtres assistants en ont conscience, bah, je ne les connais pas tous, mais c'est pour ça qu'on fait ce genre de formation. Donc, si je peux bien rappeler un truc, c'est formez-vous alors sur les questions numériques, et pas que auprès de nous. Hein, lisez des choses, voyez les autres opérateurs de formation qui existent. N'hésitez pas dans des moments comme ci à poser des questions justement sur des choses des contradictions peut-être qui vous apparaissent dans ce qu'on a dit ou des choses comme ça. C'est normal, quoi. Enfin, faites-le, il n'y a aucun problème. Si ça ne répond pas à la question, à nouveau, précisez-la. Oui, donc voilà, non, je n'ai pas de précision pour l'instant, je regarde toujours. On avait une petite remarque aussi de Didier Jacques Brancard, je ne sais pas s'il est encore là et s'il souhaite commenter cette remarque. Il avait noté, c'est peut-être ludique, mais c'est également chronophage. Alors ouais, super important. Nous ici évidemment on a apporté l'aspect essentiellement en fait didactique et affectif. Hein. On a parlé de la motivation beaucoup et de l'effet sur les apprentissages. Donc on a pris cet angle de travail là. On aurait pu prendre un angle de travail qui est beaucoup plus axé métier, c'est-à-dire à prendre en compte les questions de faisabilité, de prise en compte des contraintes, des conditions de travail et des choses comme ça. Et je trouve ça super important. Donc chronophage ça peut l'être. Quelle solution ça peut avoir? Souvent, ce qu'on dit dans le numérique, c'est d'essayer de créer des ressources réutilisables. Premièrement. Donc, c'est-à-dire quand vous faites une vidéo, faites pas une vidéo très contextualisée. Enfin, vous pouvez, hein, c'est pas un mal en plus au niveau pédagogique, mais sur les aspects chronophages, essayez peut-être de faire des vidéos que vous pourriez réutiliser. Typiquement, identifiez peut-être dans votre séquence de cours tel concept, vous savez qu'il va durer ce concept-là, qu'il ne sera pas périmé à partir d'un moment où vous allez devoir continuer à l'enseigner, et faites une vidéo qui le clarifie vraiment bien comme il faut. D'accord? En faisant ça, la vidéo, elle sera de toute façon disponible. Vous pourrez la réutiliser les années suivantes et le temps que vous avez passé à la créer ne sera plus effectif les années suivantes. Et de toute façon, elle vous servira toujours. Même en la mettant simplement à disposition des étudiants pour des aspects plus différenciés. Si les étudiants ont des difficultés, ils peuvent aller la revoir. Donc, premier conseil sur l'aspect chronophage, c'est faites des ressources réutilisables. Premièrement. La scénarisation de cours, ça peut être ça aussi. Hein. On a des outils qui existent de scénarisation qui mettent l'accent sur les aspects numériques. Si vous rédigez vos scénarios de cours, vous pouvez les réutiliser facilement après, ou alors changer une étape ou l'autre, ou l'affiner, mais le noyau du truc est déjà fait. Donc, premier argument. Deuxième argument, et ça on le voit dans des personnes qui ont été plus sur l'aspect métier, faites-le progressivement. Ça sert à rien c'était ça, en fait, c'était en partie ça le problème de la situation d'urgence amenée par la pandémie, c'est qu'on vous a demandé de changer énormément d'aspects de votre pratique en peu de temps et tout d'un coup, etc. Et c'est ça qui est problématique en fait. Allez-y progressivement, identifiez ce qui est prioritaire, peut-être des molécules de vos cours sur lesquelles vous pourriez travailler et avancez petit à petit. D'accord? De même avec le tutorat, par exemple, pas prendre l'exemple du tutorat, je vais prendre l'exemple des portfolios numériques. Par exemple, pour l'instant, j'accompagne une équipe de la haute école Elmo qui veulent mettre en place un portfolio numérique. Ils vont commencer par un test avec une année seulement. Ils veulent le faire pour un truc en continuité avec toutes les années. Ce qu'on a convenu, c'est que, ce qu'on a convenu, il avait déjà un peu décidé, mais d'essayer de pas directement mettre en place un dispositif gigantesque comme ça, mais de commencer par une année
et de tester un peu le dispositif, évidemment en anticipant un certain nombre de choses. Hein. J'ai fait des moments de formation, on va faire des partages avec d'autres enseignants. Mais voilà, ils y vont progressivement. L'idée, c'est d'y aller aussi pour vous progressivement, quoi. Voilà, ce que je répondais sur le chronophage. Ah, et si peut-être, pardon, excuse-moi Catherine, je t'ai coupé dans ton élan, mais un dernier élément aussi, essayez peut-être de tabler sur des choses qui sont peut-être moins chronophages. Il y a des outils ou des méthodes qui, dans leur conception, dans leur nature même, sont moins chronophages. Typiquement, je vous donne un exemple avec la vidéo. On va prendre l'aspect création de vidéo. On m'avait, alors je n'ai pas rencontré l'enseignant, mais globalement l'exemple n'en reste pas moins parlant. Un enseignant, je pense, qui était prof en psychologie sociale, et il avait fait un cours sur les mouvements de foule, d'accord, donc les comportements de foule. Et ce qu'il a demandé à ses étudiants, c'est de sortir dans la rue, en ville évidemment, avec leur téléphone, d'essayer de capturer des manifestations des différents types de mouvements de foule qu'ils avaient vus ou différents types de comportements ou des choses comme ça. D'accord ? Simplement, après, ils regardaient les vidéos et ils en discutaient en classe. Ben, ce dispositif, a priori, n'est pas si chronophage que ça. Les étudiants savent utiliser leur téléphone, on les envoie l'utiliser, alors on s'assure que tout le monde sait le faire, hein, évidemment. Puis après, on arrive, on leur demande, soit on demande une aide à la cellule d'appui pour pouvoir diffuser la vidéo en classe, mais à part ça, le dispositif en lui-même n'est pas tellement chronophage et il est intéressant. Donc voilà, il y a aussi moyen de tabler sur des outils qui ne vous demandent pas justement de mettre en place un certain nombre de choses. Ou Clap, pour prendre un deuxième exemple, ça va super vite de créer une question dessus. La question ouverte, pourquoi recourir au numérique de tout à l'heure, elle m'a pris 2 secondes, quoi. Enfin, j'ai eu l'idée, évidemment, j'ai réfléchi le déroulé du webinaire, mais le fait de le mettre en média avec WooClap, ça a pris 2 secondes, et le diffuser, on a juste à diffuser l'adresse du questionnaire, vous êtes directement dessus, c'est pas chronophage en soi, quoi. Donc voilà, il y a des trucs qui sont chronophages, hein, je le dis pas, hein, mais voilà, vous avez 3 exemples. J'ai oublié le premier que je vous ai donné. Oui, d'y aller progressivement. Non, c'était quoi le premier ? C'est ça, il me semble. Ouais, choisir un outil qui n'est pas forcément chronophage. Ah oui, et de faire des ressources réutilisables. Voilà 3 pistes peut-être pour réduire l'aspect chronophage. Voilà. Voilà, donc il nous reste 2 petites questions, mais n'hésitez pas hein, si certains ont encore des questions à poser. Donc une question de Céline Legrand, qui trouve important de bien cibler les objectifs. La compétence n'est pas de savoir utiliser l'outil, mais c'est utiliser l'outil qui permet d'exercer des compétences en lien avec les cours. Est-ce qu'on peut donner des tips, des conseils pour le conscientiser et aider les collègues ? Ouais, alors déjà, bonjour Céline, parce qu'on se connaît, travaille avec nous dans le projet ELTIS d'ailleurs. Alors des petits tips pour les collègues, moi ce que je ferais d'abord, c'est de revenir à l'exemple, un des conseils que je donnais tout à l'heure, qui est le fait d'être explicite. C'est bien d'être explicite pour les étudiants, c'est bien de l'être pour soi, et globalement, c'est bien que ce soit partagé entre l'étudiant et l'enseignant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, vous avez un modèle qui a porté plusieurs noms dans l'histoire de la littérature scientifique, qui est celui de triple concordance, qui s'est appelé aussi alignement pédagogique, il a porté encore d'autres noms. C'est l'idée de pouvoir, c'est les relations de concordance qui existent entre les objectifs que l'enseignant donne à ses étudiants, les objectifs d'apprentissage qu'il donne à ses étudiants, les méthodes qu'il va utiliser et le type d'évaluation qu'il va proposer. Un petit tip peut-être pour les collègues, c'est de mettre ça sur papier, de formaliser ça en début de dispositif. Vous dites, c'est quoi mes objectifs ? C'est quoi mes méthodes, c'est-à-dire les moyens que je vais utiliser, donc notamment les outils numériques, et c'est quoi l'évaluation que je vais proposer. Tout ça est prévu dès le début, et ça, vous le partagez aux étudiants. D'accord ? Le fait de faire ce travail-là, ça va l'expliciter pour vous et ça va l'expliciter pour les étudiants. Et ça va vous permettre peut-être de ne pas perdre de vue les objectifs et ça va aider les étudiants peut-être à ne pas perdre de vue ces objectifs-là non plus. Donc moi, le conseil que je donne, c'est soyez explicite, quoi. Trouvez des méthodes pour être explicite. Voilà. J'espère que ça aide. Oui. Voilà. Et dernière question de Sandrine Tarotte, qui se demande s'il y a une différence filles-garçons qui a été observé ou relevé dans la littérature en ce qui concerne l'utilisation du numérique et les compétences digitales.
Ah bah alors, malheureusement, j'ai peu exploré ça, mais ce que je peux faire, c'est le faire après le webinaire et transmettre ce que je trouve. Enfin, je transmettrai par exemple à Christophe ou à Catherine ou quoi pour qu'ils vous le retransmettent. Donc, j'ai peu exploré ça sur le plan numérique, mais je peux vous dire quelques trucs quand même. C'est que en général, on remarque que les filles ont souvent une moins grande appétence pour tout ce qui est informatique et technologie numérique. Euh, c'est difficile de dire pourquoi, sans doute parce qu'il y a un certain nombre de codes sociaux qu'on intègre et dont on ne se rend plus forcément compte. Mais globalement, les disciplines techniques, de manière générale, les garçons sont souvent plus poussés vers là que les filles. Mais c'est peut-être intéressant d'en avoir conscience, de voir comment on en tient compte en tant qu'enseignant. Donc je peux déjà dire ça. Maintenant, ça élargit très fort, hein, parce que ce n'est pas forcément la même chose que l'usage du numérique en éducation. Enfin, ça ne concerne pas que ça, en tout cas. Donc voilà, maintenant ce que je peux dire d'autre, c'est qu'en termes de discipline, ça on sait des choses. On sait par exemple que tous les moments où la méthode ou le sujet va concerner par exemple l'écriture, le fait de rédiger des choses, des éléments comme ça, souvent on remarque que les enseignants favorisent ou ont favorisé tout au long de la scolarité de la personne et parfois la société aussi, ont favorisé plutôt le fait que c'était plus un truc de fille d'écrire et moins un truc de garçon. Par contre, tout ce qui relève plutôt des mathématiques ou des choses comme ça, malheureusement, il y a un certain nombre de garçons et de filles qui ont intégré que c'était plutôt un truc de garçon et pas un truc de fille. Donc voilà, ça répond pas exactement sur la question du numérique, mais ça peut quand même donner des pistes. Si par exemple on fait des écrits réflexifs avec un outil numérique, ben, souvent on va considérer que, enfin, pas on considère, moi je considère pas du tout ça, mais la société, et malheureusement parfois ça intervient à l'école aussi, on a plutôt poussé les filles à être plutôt à l'aise ou plutôt à se diriger vers ce genre de choses. Donc il peut y avoir cette différence-là, malheureusement. Mais voilà, mais sinon je veux bien chercher un petit peu suite au webinaire et transmettre un peu ce que je trouve. Voilà, je n'ai plus de questions, donc je vais laisser Jonathan et Lionel vous dire au revoir, et puis après, je reprendrai dans mon petit studio pour faire la petite clôture. Bah du coup, je vais faire mon au revoir de tout à l'heure, qui était bonne année. une bonne année, une bonne soirée. Un grand merci pour votre participation. Merci à la Haute École Condorcet de nous avoir reçus dans ce studio-là. Enfin, je pense, Lionel, on est d'accord que ça claque, hein. On peut le dire comme ça. Donc voilà, évidemment, une précision, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un studio comme ça pour faire des usages intéressants de la vidéo, hein. Vous verrez dans les webinaires qu'on peut faire des trucs tout à fait corrects avec des outils parfois que vous possédez déjà. Donc voilà, mais en tout cas, c'était vraiment des top conditions. J'espère que c'était des top conditions pour vous aussi. Et voilà, je vous dis bonne soirée, bonne année. Et à bientôt. Et à bientôt pour la suite, surtout avec Lionel. Voilà, merci. Voilà, j'en profite pour faire une petite correction parce que donc c'était pas Sandrine Parotte qui avait posé la question, c'était, et il y a trop de revoir, Sylvie Poisa qui avait posé la question sur la différence de genre parce qu'elle enseigne dans la section préscolaire. Il y a des questions de genre assez importantes. Je vais me renseigner, je vous transmettrai ce que je peux. De toute façon, je transmettrai à tout le monde vu que tout le monde a entendu la question, donc voilà. Voilà, ok. Bon ben voilà, il me reste aussi moi à clôturer ce premier webinaire. Je tiens à préciser que les liens vers les différents travaux de Jonathan et de Lionel seront disponibles. Je vais faire un petit mot sur un projet du service d'appui pédagogique, donc les Condorcet Pedagogic Awards. Sachez qu'ils recommencent, donc je m'adresse ici aux enseignants de Condorcet. N'hésitez pas à nous contacter, on est toujours à la recherche de jeunes ou moins jeunes talents pour participer au projet de cette année. Donc, si vous avez des idées, si vous avez un dispositif innovant, envoyez-nous vos informations, posez-nous des questions via l'adresse cap@condorcet.be. Nous, on a hâte de vivre ces moments-là avec vous, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous d'avoir participé. On a également hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le second webinaire. Je vous rappelle qu'il aura lieu jeudi prochain de 14h30 à 15h30, il me semble. Donc voilà, les liens vont vous être envoyés. Donc voilà, et si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à nous recontacter. On se fera un plaisir de vous le transférer. Bonne soirée à tous et merci d'avoir participé.